Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir tout le monde. Petite bande-annonce. Wow, ça part directement. J'enlève. Ah, voilà, c'était un teaser de ce dont on va parler ce soir. Ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas parlé, les films arrivent comme ça, ils sont impatients. C'est terrifiant. Aujourd'hui, 3 films, donc Les Fantômes, Le Comte de Monte Cristo et In Water. Mais comme à notre habitude, petite intro avec quelques petits films. Voilà. Moi j'ai envie de te laisser commencer sur Horizon, vu qu'on a une petite bande-annonce. Donc, le western de Kevin Costner. D'ailleurs, je sais pas si le chat a vu des films, Voilà, n'hésitez pas à nous faire part, parce que c'est vrai que ça fait 2 semaines qu'on n'était pas là. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais au festival de La Rochelle où j'ai vu des choses fantastiques. Fantastique, vraiment bien. J'ai découvert Chantal Akerman, dont je n'avais vu jusqu'ici aucun film, et c'est honnêtement passionnant. C'est à la fois extrêmement excitant et frustrant, parce qu'elle a fait des films qui sont extrêmement différents les uns des autres. On connaît donc Jeanne Dielman, parce que c'est le film un peu emblématique, donc film de 3 heures et tout, mais il y a aussi des documentaires très cinéma moderne, très austère. Oui, j'en ai vu un documentaire cinéma moderne, je t'avoue qu'à l'époque... Oui. Bah moi je suis pas encore non plus, c'est pas le truc qui me... C'était rude. Voilà. Elle a fait une adaptation de Proust, La Captive, elle a fait une comédie musicale dans les années 80, donc il y a vraiment des choses très différentes, la comédie musicale est super d'ailleurs. Et donc j'ai hâte de continuer à découvrir quand la rétrospective arrivera dans les salles. Eh bien. Bon, en tout cas, tu as vu Horizon, donc de Kevin Costner. Bien sûr. Gros blockbuster. Attendez. Voilà. C'est le blockbuster, ça explose. Voilà, et oui, mais en fait, Horizon, c'est un peu une sorte d'arlésienne pour Kevin Costner, parce que je crois qu'il a le projet en tête depuis les années 90, où à l'époque, les gens lui avaient dit ça nous intéresse pas, on veut pas le faire, les producteurs. Et du coup, il s'est dit, non seulement je vais le garder sous le coude, mais je vais en écrire 3 autres, puisque au total, si j'ai bien compris, alors le nombre de films exact, je crois que c'est pas hyper clair entre 3 ou 4, mais l'idée c'est de faire sur 3 ou 4 films, sur une durée totale de 10 heures, une sorte d'épopée un peu du western. Et donc il y a un côté très La Conquête de l'Ouest un petit peu, ce film qui était co-réalisé par plein de grands cinéastes du Hollywood classique, qui durait sur 3 heures et où on suivait comme ça plusieurs générations de colons de l'Ouest. Que avez-vous le lien internet, c'est l'URL, Chrome. Tout à fait, twitch.tv/Prisme Cinéma. Exactement. Tout attaché en minuscule. Sauf les slash, donc ça n'a pas de sens en minuscule. Ça n'existe pas en minuscule. Et donc là, on a découvert le premier volet, donc les 3 premières heures de cette espèce de fresque immense. Et je suis pas sûr qu'on découvrira les suivantes, parce qu'en fait, le film a très violemment bidé aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, pas seulement en France. Ouais, et ce qui fait que, je crois qu'ils sont plus sûrs de sortir les prochains. Alors, il me semble que le deuxième film, au moins, est déjà bien tourné, puisqu'à la fin du premier, on voit un aperçu de ce qui va venir. Donc, il y a quand même beaucoup de séquences qu'on a dans la boîte, et puis le film devait sortir dans genre 2 mois, donc a priori, il est prêt. Mais voilà, on sait pas trop ce que va devenir cette espèce de projet. Alors, on serait tenté d'avoir de la sympathie pour ce projet maudit du dernier vieux cinéaste qui s'intéresse au western, etc. Mais j'avoue que je suis moi-même plutôt dans les détracteurs de Horizon, qui en fait, sa durée évoque, le concept du film évoque un peu une fresque hollywoodienne, sa durée évoque plutôt celle d'une série télé, et c'est plus à ça quand même que le film ressemble, hein. Il y a un côté téléfilm un peu classieux qui traverse tout le film, notamment cette espèce de texture d'image extrêmement lisse, l'espèce de soupe musicale continue, c'est vraiment les codes du téléfilm. En termes de mise en scène, c'est vraiment pas inspiré du tout, c'est très impersonnel, il y a un côté extrêmement lisse, même dans les costumes des personnages qui vraiment semblent tous sortis du pressing. Et puis le sentiment d'une écriture extrêmement laborieuse, où en fait on a presque l'impression qu'il essaie un peu de meubler, de gagner du temps comme on le ferait dans une série télé, parce qu'il y a énormément de scènes de dialogue à rallonge avec des personnages qui sont pas intéressants, etc. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment assez raté. Et puis il y a une espèce de presque d'ambiance un peu nostalgique, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. J'ai l'impression qu'il a un peu envie de faire une sorte d'anthologie du western, c'est-à-dire on refait tous les passages obligés, l'attaque du camp de colons, on a un aperçu du coup de ce qui aurait dû être le deuxième film, d'une attaque de diligence, et donc il y a plein de trucs comme ça, mais finalement... c'est une saga américaine, on peut dire. C'est une saga tout à fait américaine pour moi. Une American saga, ouais. Mais effectivement, il y a l'idée que... on a l'impression que c'est une sorte de best-of, quoi. Il rejoue ses meilleurs tubes, regardez, j'ai remis le chapeau, je suis Kevin Costner et tout. Mais à part une sorte de plaisir un peu régressif à revoir des choses qu'on a vues mieux faites dans d'autres westerns, il y a d'ailleurs quelques références, notamment ce plan très prisonnière du désert.
Mais non, c'est vraiment pas très intéressant. En fait, je me suis fait la réflexion, c'est un peu malheureux, mais que si c'était une série que j'avais regardée sur mon ordi, j'aurais probablement coupé au bout d'un épisode. Oui. Et là, j'étais bloqué pour 3 heures de film quand je l'ai vu. Donc, oui, tu m'en parlais, tu regardais regardais ta montre, quoi. Exactement. Les 7 autres heures, je ne serais pas allé les voir dans tous les cas. Après, c'est dommage que voilà, l'œuvre en tant que telle puisse pas vraiment exister, mais bon, après, Kevin Costner, faisait aussi un pari un peu contre l'industrie, quoi. C'est-à-dire, tout le monde lui a dit non, il a dit je vais quand même le faire. Je crois qu'il l'a financé en bonne partie lui-même. Ouais. Mais non, c'est vraiment pas très intéressant, Horizon, malheureusement. Bah, merci pour ça. On voulait aussi parler brièvement, sans non plus trop nous étaler, de Bill Viola, artiste vidéo qui s'est éteint récemment, il me semble vendredi. Je me trompe peut-être. Ouais. Et donc au moins rappeler un petit peu qui il était, parce que c'est quand même quelqu'un de assez méconnu, alors qu'on trouve pas mal de ses traces dans le cinéma de Lars von Trier notamment, qui s'est beaucoup inspiré du travail de Bill Viola. Okay. Donc, je voulais juste vous montrer un petit peu quelques petits trucs. Notamment, en fait, c'est un artiste vidéo qui est hyper connu pour son travail sur le très 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 fort ralenti et sur l'intérêt qu'il a pu prendre, notamment sur les corps et l'eau. C'est la partie la plus connue de son travail. Ouais. Par exemple, si vous avez vu The House That Jack Built de Lars von Trier, vous trouvez beaucoup de ces plans comme ça où c'est des corps dans l'eau et on voit les corps se remuer dans les fluides ou les fluides agir en tout cas contre eux et incarner une sorte de tableau, de peinture en mouvement qui crée quelque chose de vraiment unique. On pense évidemment à The Raft, au radeau de la Méduse, ou à des œuvres comme ça qui essayaient de saisir le mouvement sans vraiment pouvoir jamais le faire, en essayant de le réduire à un instant. Et maintenant, grâce à la technologie, on peut comme ça animer la peinture et surtout animer l'eau. Il y a cette passion évidemment de l'eau qui est arrivée très tôt dans le cinéma, de se dire ok, maintenant on peut enfin filmer la chose telle qu'elle, le vrai objet. Donc, voilà. Donc pas forcément facile de le découvrir parce qu'il n'y a pas énormément d'expositions. Enfin, peut-être qu'il y aura une rétrospective Bill Viola dans un musée parisien. Il a fait pas mal d'installations aussi. Oui, c'est ça. Je me souviens d'en avoir vu quelques-unes. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de découvrir son travail en hommage à son décès. Ou en tout cas, vous pouvez voir des extraits sur YouTube comme je suis en train de vous le montrer actuellement. Voilà. Tout à fait. Petit hommage, cher Bill Viola. Hypnotique sur le J'ai envie temps. de vous montrer. J'ai souvenir il me semble que c'est lui qui a fait une sorte de triptyque où il y a une naissance, une mort et un truc comme ça avec de l'eau, je crois, au milieu. Enfin, il y avait cette idée aussi déjà de ralentir énormément, mais de prendre un peu des sortes d'instantanés. C'est possible. Et vous voyez dans ce genre de plan, de chez Lars von Trier, il y a un côté très Bill Viola justement avec recréation picturale, très fort ralenti, des corps dans l'eau, etc. Vraiment. Voilà, si vous aimez Lars von Trier, vous ne pourrez que aimer Bill Viola. Finalement, c'est un peu la rencontre entre Delacroix et Bill Viola. Parce que la citation, la composition, c'est Delacroix. Et l'idée du ralenti balayé par l'eau, c'est tout à fait, voilà. On a aussi vu, hier, on a découvert tous les deux Napoléon d'Abel-Gance. On avait affronté Guerre et Paix l'an dernier. Cette année, ce sera Napoléon. On va parler de fresques titanesques. Attendez, je vais vous le montrer aussi. Là, donc c'est la version, on va dire, un peu définitive imaginée par Gans, sachant qu'il y en a eu plusieurs qui durent à peu près 7 heures au total, et qui est découpée en 2 parties, qui ressort à la Cinémathèque, mais aussi dans d'autres cinémas à Paris en tout cas, mais je suppose peut-être un ou deux autres hors Paris. Un film de 1927 qui a pris 15 ans à être restauré par une équipe de restaurateurs immense, un gros financement de la Cinémathèque française, de Netflix et pas mal de gens qui, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre d'un film de 7 heures, ne s'intéresse pas à l'intégralité de l'histoire de Napoléon, mais en fait seulement, entre guillemets, à sa montée au pouvoir, se coupant au moment de la conquête d'Italie, donc au moment même où il s'apprête à devenir l'icône qu'on connaît. Donc c'est presque plus pour dévoiler l'ascension, le rapport très patriotique, très français, défense de la nation. Il y a un côté presque vers sa destinée de John Ford, le film qu'il avait fait sur Lincoln, où ça s'arrêtait, enfin on le suivait en tant qu'avocat, donc avant qu'il soit président, et ça s'arrêtait un petit peu avec lui face à l'histoire, et on comprenait que finalement tout était déjà là pour qu'il devienne l'homme qu'on connaît. Ouais. Là il y a un peu ça, puisque le film commence notamment par cette séquence très connue de bataille de boules de neige, alors que Napoléon est enfant, et on comprend que finalement le stratège génial qui va conquérir l'Europe est déjà là. Ouais. Et il y a cette idée comme ça de
presque de destinée manifeste comme ça qui traverse tout le film, notamment avec les surimpressions qui peuvent comme ça mélanger un petit peu les époques. Et c'est un film incroyable. Assez impressionnant. Il y a notamment, c'est aussi pour ça que le film est très connu, ces 20 dernières minutes sont filmés en polyvision, si je ne m'abuse, donc 3 caméras collées côte à côte pour donner au total un format hyper panoramique de 4:1, avec comme ça, c'est soit comme tout en haut, un seul plan très large, les 3 caméras qui forment un seul plan, un seul panorama, soit des jeux de montage avec la juxtaposition de différents éléments pour créer tout d'un coup une sorte de réseau de symboles et une illustration, mais qui est assez dantesque. J'en viens presque à me demander pourquoi est-ce qu'on n'a jamais refait ça dans le cinéma, quoi. Ça me fait penser, c'est marrant parce que je parlais de la conquête de l'Ouest, mais alors il n'y a pas du tout d'expérimentation comme ça, mais le film est aussi tourné avec 3 caméras qui sont jointes pour avoir un format très horizontal. Intéressant. Voilà. Mais non, mais oui, Napoléon, c'est passionnant. Et puis, aujourd'hui, le portrait fait de Napoléon, il est un peu étonnant parce qu'il y a un côté extrêmement glorificateur. C'est vraiment une sorte de presque de dieu vivant, Napoléon, dans le film. Mais en fait, je pense qu'il faut surtout le comprendre comme finalement l'idée de Gans, c'est aussi de dire il faut inventer une figure qui soit à la hauteur du dispositif que je veux déployer autour, qui soit un truc qui transcende vraiment le temps et la forme du cinéma tel qu'on la connaît, quoi. Donc il y a cette idée qu'il s'arrime presque à cette espèce de figure plus grande que le monde, pour comme ça avoir une liberté totale et s'en donner à cœur joie sur tous les procédés qu'il peut avoir. Et de cette même façon, le film s'arrime aussi beaucoup plus à l'histoire. Et notamment s'intéresse beaucoup à la période de la Révolution, notamment de la terreur qu'il développe longtemps. On a notamment la chance d'avoir un Antonin Artaud dans le rôle de Marat, qui rejoue presque la peinture de la mort de Marat, même si c'est pas exactement le même cadre, mais en tout cas rejoue le moment. Et comme ça s'intéresse. Là, le plan que je vous montre, c'est un moment où Napoléon communique. C'est ça, avec les fantômes de la Révolution qui presque lui donnent le flambeau, lui passent. C'est lui qui va récupérer la France post-révolutionnaire, qui va récupérer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et en faire ce grand pays, quoi. Mais évidemment, le film ne s'intéresse pas du tout à la chute de Napoléon. Non, bien sûr. C'est pas... Voilà, alors, honnêtement, il faut quand même traverser les 7 heures. Oui. Je trouve que, oui, ça reste un film muet. Voilà, le film n'est pas non plus d'un rythme effréné, même si il y a beaucoup de plans, beaucoup d'idées, mais notamment je trouve la deuxième partie est plus dynamique que la première partie, la deuxième moitié. Donc ce qui veut dire persévérer si vous avez vu la première moitié, mais si jamais. Et non, mais c'est quand même fou de voir un film qui est extrêmement lyrique, extrêmement libre en fait formellement. Et à mon avis, Coppola, il pense quand il fait Megalopolis. Il y a des idées un petit peu comme ça de dire je respecte aucune forme de réalisme et je vais vraiment dans un truc où c'est une sorte de pur collage d'images comme ça. Et non, c'est quand même assez. Il y a beaucoup d'artistes qui s'en sont énormément inspirés. Scorsese, Coppola, Kubrick, vraiment une sorte d'héritage massif qui ressort enfin en salle, si vous avez l'occasion de le découvrir. N'hésitez pas à y passer votre samedi ou votre dimanche en entier. Exactement, c'est la condition. Donc, plus petit film. 7 fois plus petit. 7 fois plus petit, 1 heure pile poil. Attends, j'ai presque envie de proposer un truc. Oh waouh. Filou que tu es. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Je suis un petit filou. Yes, là on est, là c'est bon. Là je suis dans... Je suis là. Là je suis Hong Sang-sien. On est Hong Sang-sien. Donc pour In Water de Hong Sang-soo. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra faire aucun short avec cet extrait parce que les gens c'est fou. Touk, je vous le demande un petit peu plus. Et oui, c'est le nouveau Hong Sang-soo, sachant que c'était en février, je crois, son précédent. Là, il nous sort 2 films par an carrément. C'est pourquoi est-ce que je nous ai mis flou ? Parce que le projet du film, c'est aussi de faire de la majorité de ses plans des plans flous. À l'exception de quelques-uns, généralement filmés en intérieur. Il s'est dit pourquoi pas jouer avec la forme cinématographique pure, presque cette sorte de règle normalisée de faire que des plans nets pour pouvoir voir le visage de ses comédiens, pour pouvoir contempler l'image, quoi. Là on est au bon degré de flou, parce que c'est vrai que moi j'avais lu, parce que le film était à la Berlinale, et donc on avait lu le film flou, alors je m'attendais à un truc complètement très ouaté, etc. En fait non, c'est vraiment, c'est légèrement flou, on peut quand même encore distinguer un peu les visages, etc. Mais ça fait comme ça une espèce de petite distance assez étonnante, parce qu'en soi on va dire le récit du film est tout à fait dans la lignée des genres d'histoires que Hong Sang-soo met en scène, puisque donc on suit 3 personnages dont j'ai oublié totalement les noms, la myopie, exactement. Et en gros, il y a un jeune cinéaste, enfin un aspirant cinéaste plutôt, qui a convié 2 de ses amis avec lui au bord de la mer pour tourner un film.
Hong Sang-soo lui-même, il ne sait pas exactement ce qu'il va faire, il improvise un petit peu le soir pour le lendemain matin, etc. Et donc on suit un petit peu voilà, leur petit séjour sur quelques jours, et finalement le tournage de ce film à la fin de In Water. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce flou, Loïc ? En fait, c'est assez intéressant ce flou parce qu'il crée une façon différente d'appréhender l'image. C'est-à-dire que, bon, là, pour notre petite recréation, je ne me suis pas beaucoup intéressé, mais vous voyez, le fond est encore net, donc naturellement, notre regard tend à regarder ce qui est net. Sauf que quand toute une image est floue, l'œil ne s'arrête sur rien. L'œil continue de se balader, continue d'explorer, et en fait, tous les petits détails comme ça. Et on ne s'arrête pas uniquement sur le corps, sur le visage, on peut explorer, s'intéresser, et ne jamais rester passif, en fait, devant le plan. Alors que Hong Sang-soo a justement tendance à faire des plans très longs, où on a 3 personnages d'installés, et voilà, je laisse dérouler. Donc maintenant, on s'intéresse, on fait pas juste une sorte de ping-pong entre les 3, on vient regarder les mini-détails qu'on essaye de... Oui, c'est ça. Oui. Qu'on essaye de récupérer, ça dérive un peu comme l'eau, évidemment, que le cinéaste essaye d'imiter, cette sorte de... je sais pas d'ailleurs si c'est vraiment juste une mise au point décalée qu'il a choisi de faire, ou si c'est une sorte de technique spéciale. J'ai l'impression que le premier plan est un peu plus net, comme s'il avait mis la mise au point très très devant, et voilà. Je pense qu'il l'a fait de façon très artisanale. Oui, bien sûr, je pense aussi. Et que aussi, ça crée beaucoup une sensation d'aquarelle, tout devient des formes, des volutes, plutôt qu'un objet spécifique. Et ça prend beaucoup de sa puissance, notamment quand il va filmer un peu la nature. Il s'intéresse des fois à filmer les rochers, filmer l'eau. Et comme ça, on a des silhouettes blanches qui passent devant des formes noires et qui en fait prennent toute une beauté picturale qui aurait été absente totalement si le plan avait été net. Mais pour autant, c'est vrai que j'ai la sensation quand même... Le film dure 1 heure quand même, il est plutôt modeste. Hong Sang-soo est, je pense, conscient du fait que le dispositif de son film est un peu âpre. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a quand même une sorte d'empêchement naturel du film de s'attarder sur ce qui d'habitude fait le sang Hong Sang-sien, c'est-à-dire les acteurs, quoi. On ne peut pas vraiment regarder les yeux, les visages, pas s'intéresser aux micro-détails des situations. Et donc, cette sorte de jeu qui naît surtout dans les décors naturels peut perdre un peu en qualité ou en intérêt quand on s'attarde sur des plans trop longs, quoi. Alors je comprends ce que tu veux dire, et en même temps, je trouve que ça produit aussi quelque chose qui est que... comment dire, j'ai l'impression souvent, quand je vois des films de Hong Sang-soo, que effectivement c'est beaucoup des gens qui parlent, mais que c'est pas toujours exactement ce qu'ils disent qui est vraiment intéressant, parce qu'il y a souvent... Bonsoir, hein. Bonsoir Samir. Bonsoir. Il y a souvent beaucoup de politesse, de mondanité, enfin c'est pas vraiment le contenu, c'est plus un petit peu ce qui entoure, un petit peu, voilà. Et donc j'aime bien cette idée que finalement le flou va nous permettre de nous concentrer plutôt sur, par exemple, la composition du cadre. Il y a un truc un peu où on prend de la distance pour dire, ah oui, ce qui compte c'est pas tant ce qui est figuré purement, c'est la forme que ça prend. Oui. Et je trouve qu'on retrouve par exemple dans la relation entre ces 3 personnages cette espèce un peu de précision qu'a Hong Sang-soo, notamment dans la composition des cadres, avec cette idée que le cinéaste a invité l'actrice et son ami pour l'aider, mais on a l'impression que finalement la relation privilégiée se noue plutôt entre ces 2 amis qu'entre lui et l'actrice. Oui. Enfin, en tout cas, on peut élaborer un peu, se projeter un peu dans cette espèce de triangle, notamment avec cette idée que une des premières séquences où on les découvre, ils sont en train de manger, tous les 3. Donc on s'attendrait un petit peu, a priori, que lui occupe la place centrale qui est donc face à nous, mais en fait non, lui il est sur le côté, et ça va être elle qui va être au milieu, comme si elle était un petit peu l'objet de convoitise, si j'exagère un petit peu, mais des 2 garçons. Et même chose sur un plan comme celui-là, par exemple, on voit bien que lui est un petit peu séparé, alors que c'est plutôt entre les 2 autres qu'il y a des choses qui vont jouer. Donc je trouve qu'on garde un peu... Enfin, comment dire, Hong Sang-soo garde cette espèce de précision, si on veut, et finalement, on prête d'autant plus attention à la mise en scène en tant que telle qu'on est un peu détaché de la matière brute, entre guillemets. Mais je pense qu'il y a aussi un jeu qui est du fait de la présence de sous-titres dans le film qui empêche pleinement de se plonger dans cette sorte d'expérience du flou. Parce que naturellement, nos yeux font un aller-retour et un basculement entre on va lire le texte, on revient dans le flou, on va lire le texte qui est net, etc. Alors que je pense que quand on on entend purement la langue sans avoir à lire de texte, là vraiment on peut profiter d'une expérience qui est tout à fait différente. J'ai presque envie de voir ce film doublé en français. C'est pas faux, c'est pas faux ce que tu dis. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que à partir de ce choix qui est très
Vous me semblez flou. Exactement. À partir de ce choix qui est très, comment dire, qui est presque une plaisanterie, quoi, de dire j'ai fait le film flou. Je trouve que finalement ça peut évoquer beaucoup de choses. Déjà, je trouve qu'il y a un côté presque un peu primitif, on pourrait dire, dans la facture visuelle du film, parce qu'en plus les images sont un peu surexposées, ce qui fait que les couleurs sont assez criardes, donc il y a un truc presque un peu peinture naïve qui peut rappeler l'idée que le cinéaste dans le film fait son premier film, donc il y a un côté où pour l'instant les choses sont encore à l'état un peu d'esquisse, quoi. Mais ça rappelle d'autant plus ces teintes d'aquarelle qui sont tout le temps liées avec de l'eau, donc ressortent plus des couleurs pastel. Tout à fait. Et puis il y a aussi une idée que je trouve assez belle, qui est mise un peu dans la bouche des personnages, où au début ils font un peu des sortes de repérages, mais ils n'ont pas d'idée d'histoire, enfin le cinéaste ne sait pas encore ce qu'il va raconter, donc ils se contentent de se balader, et à un moment il arrête l'actrice dans une ruelle, et il la regarde comme ça, il lui demande de faire des petits allers-retours, et il dit mais j'essaie de voir si tu vas bien avec la ruelle, quoi. Et donc il y a après cette idée un petit peu de l'harmonie générale, tu vois, qui se dégagerait de cette idée que, vu que tout est flou, et que les couleurs bavent un peu, parce qu'elles sont en plus surexposées, bah, les éléments se mêlent et du coup ça crée une espèce un peu de toile organique finalement. Il y a cette idée un petit peu d'une sorte de... On brouille les frontières et du coup voilà, les choses circulent un peu plus, il y a une sorte d'osmose un peu qui se dessine. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que le film est quand même un peu finalement un horizon un peu mélancolique, notamment vers la fin, sans trop dévoiler, mais il y a de nouveau une espèce de jeu un petit peu méta comme souvent chez Hong Sang-soo où je trouve que l'un de ses plus sombres, si ce n'est le plus sombre. Et parfois cruel de l'auteur. Le flou, j'imagine, ne surprend pas celles et ceux qui ont l'habitude de voir des films d'Hong Sang-soo et vous. C'est ce que tu étais en train de dire. C'est ça, qu'on garde quand même le Hong Sang-soo qu'on connaît dans la mise en scène des personnages. Et un de ses plus sombres, mais c'est vrai qu'il y a cette idée. Moi, ce que j'aime bien sur Hong Sang-soo, c'est que presque par aveu d'honnêteté, j'ai l'impression, il met toujours des personnages en scène qui sont des artistes, voire directement des cinéastes, voire, comme c'est le cas là, un cinéaste qui semble avoir un peu le même mode opératoire que lui. Mais en même temps, il le fait toujours avec une sorte un peu d'ironie et donc presque d'autocritique. Enfin, en tout cas, là on voit bien que ce jeune homme finalement il est un peu névrosé, qui fait le film aussi pour filmer l'actrice, dont on comprend qu'ils ont une relation, tout ça n'est que esquissé, hein, peut-être je projette, mais ils ont une relation par le passé un peu privilégiée, qu'ils ont plus trop maintenant, donc finalement il y a cette idée de dire pourquoi est-ce que ce jeune homme fait un film. On a l'impression que c'est aussi pour combattre sa propre solitude. Et j'ai aussi la sensation que ça se joue beaucoup par le fait qu'il décide de ne pas mettre les intérieurs flous. Hong Sang-soo quasiment systématiquement quand c'est des séquences d'intérieur où le personnage est chez lui, on est net, parce qu'en fait il y a une sorte d'incapacité à appréhender le monde extérieur de façon vraiment mais c'est presque l'ironie la plus grande pour un cinéaste, quoi. C'est-à-dire que chez lui tout va bien et quand il sort, il peut plus voir le monde, alors que le but du cinéaste c'est de pouvoir voir le monde et de le donner aux autres. Et donc ce personnage qui est incapable de voir le monde, sera-t-il capable de le filmer lui-même? La musique, en plus, qui arrive dans le film, qui est assez unique aussi dans le cinéma de Hong Sang-soo, une sorte de petite musique, une petite balade, un peu mélancolique, un peu presque avec un chouille de pop. C'est une sorte de, c'est pas non plus juste de la guitare avec chansonnette, une voix, un peu, c'est ça, qui donne aussi au film une sorte d'ambiance très mélancolique d'une vraie sensation de rester enfermé chez soi et de pas pouvoir réussir à en sortir, quoi. Bah c'est vrai, et en plus. Alors au début on entend cette musique et elle a une texture bizarre, on a l'impression qu'elle est enregistrée, comme s'il enregistrait par exemple une enceinte qui diffusait la musique plutôt que de mettre directement la musique, et on comprend peu à peu pendant le film que cette idée-là, elle se retrouve dans la façon dont le personnage de cinéaste va fabriquer lui-même son film, et du coup ça fait une espèce de distance qui correspond aussi à l'idée que la chanson vient en fait de l'ex du cinéaste, et que donc il y a aussi, il y a un truc effectivement un peu très mélancolique et un peu un peu déçu, quoi, un peu entre les lignes du film, qui a ce côté un peu ludique de dire faisons un film flou, quoi. Ouais. En parlant de côté ludique. Oh là là. Il est fort, Vas-y, je vais remettre le point. Il est fort, il est exceptionnel tout simplement. Ce gars est né pour être Twitcher. Et oui, vous le savez, et je pense que Samir est venu exprès pour ça. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz, bien entendu. C'est l'heure du quiz. Alors, donc, quel est le thème du quiz d'aujourd'hui ? Quel est le thème du quiz ? C'est les plans flous. C'est très simple. C'est pas les plans flous, c'est... J'ai pris des... j'ai pris des photogrammes de films de cette année que j'ai floutés. Oh ! Et vous devez retrouver le film. Rigolo. Donc il y en a plein dont on a parlé. Il y en a dont on a parlé, oui, tout à fait. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai du mal à savoir si ça va être hyper simple ou pas. Donc, en gros, il y a une première image où c'est très très flouté, et si vous ne trouvez pas, il y a un peu moins flouté, et après il y a la réponse. Excellent, j'aime bien. Voilà.
Vas-y, vendu. Est-ce que tout le monde a bien compris? C'est parti, vous connaissez, hein, bien sûr, vous dites dans le chat dès que vous avez. C'est bon, j'ai. Voilà. Ok. A priori, enfin, ça commence facile, ça finit un peu plus dur, mais on va voir si ça... Attends, t'as dit j'ai le film, mais j'ai plus le titre. Oh non. Oh non, non. Est-ce que le chat va trouver? Est-ce que le chat On en a pas voit parlé ce pour le film? coup. Oh, si, on vous en a parlé, mais oui, mais tu tu n'étais pas là. J'étais pas là. Est-ce que le chat a une idée? Sinon, je vous donne le May December, tout à fait, bien joué. Hop, là, on voit un peu plus, et là, on voit totalement. Film de Todd Haynes. On fait le point sur Todd Haynes, là. Bien joué, vous avez compris le jeu. Hop là, c'est formidable. Ok. Il y en a où j'avais beau flouter à 1000%, on reconnaît toujours. On reconnaît tout de suite. On reconnaît toujours. C'est drôle parce que... Enfin, je sais pas pourquoi je le reconnais aussi bien. Mais je me fais souvent la réflexion que je pense que notre cerveau est habitué à détecter un peu les contours, mais pas précisément. Souvent, je me dis, genre, les affiches de films, genre, j'identifie, ah oui, c'est l'affiche de tel truc, mais je serais incapable de la décrire. Genre, qu'est-ce qu'il y a précisément sur l'affiche, tu vois. J'ai juste repéré que ça avait cette forme-là. Vous êtes des sorciers. Des sorciers. Alors, si vous ne trouvez pas, donc Loïc a trouvé, je pense. Ouais. Si vous ne trouvez pas, je vous mets un peu moins flouté. Là, j'ai l'impression que c'est dur. Un peu moins flouté. Ah oui, un tout petit peu moins. Ouais, mais après, ça devient vite... C'est vrai que ça devient vite trop simple. Non, j'aime bien. Le degré de flou est bien choisi. C'est une image qui a marqué les gens, quand même. Qui a beaucoup tourné sur Internet aussi. Ouais. Et maintenant, ce jeune homme a un prix de l'interprétation à Cannes. Eh oui, le bougre. Pas volé, hein, pas volé. Ouais, franchement, un très bon acteur. Il est bon, ce garçon. Dans Breaking Bad. Ah oui. Ensuite, il me semble que c'est surtout ça qui l'a fait vraiment péter, quoi. Il est arrivé... Ah oui, il joue dans Breaking Bad, lui. Ouais, saison 4 et 5, il joue un néo-nazi. Ok. Du coup, c'est pas le Lantimos, alors c'est pas Lantimos, le film d'avant dans lequel on l'a découvert. C'est bien Jesse Plemons que vous voyez là. C'est bien Jesse Plemons. Est-ce que quelqu'un a le film? On en a parlé avec ici. Des petites lunettes rouges, et une mitraillette. Une mitraillette dans la main. Ah mais il est fou, il est comme il tire sur les gens, il est là, tu n'es pas américain, mais c'est mort. Tu es quel genre d'américain? Les bons ou les méchants? Les méchants. Bon, Loïc, je t'accorde le point. Allez, c'est Civil War. C'est Civil War, bien sûr, d'Alex Garland. Ah oui, Civil War. Et ouais, bien joué. Vous êtes là. Magnifique. C'est parti, on continue. Waouh. Hyper dur. Moi, j'ai aucune idée. C'est noir et blanc? C'est pas noir et blanc, mais c'est désaturé. C'est toi qui l'as désaturé? Non, c'est naturellement assez désaturé. Ok. J'ai un peu envie de croire que j'ai le film, mais je crois pas. En fait, pareil, cette image a beaucoup tourné et je me suis dit, peut-être vous allez reconnaître. Enfin, c'est pour ça que je l'ai énormément flouté. C'est de l'art abstrait complètement. Dernier film de Toledo Nakash. C'est ça, on reconnaît bien. Bien Jonathan Cohen et Pio Marmagne. C'est ça. Alors, si c'est trop chaud, je vous mets un peu moins flou. Super. Ça m'aide pas du tout. Ça a tourné, ça? C'est un peu... Ouais, enfin, en tout cas, c'était un peu une des images iconiques de ce film-là. Je sais qu'il y a eu des mèmes aussi avec, mais... Ah ouais? Ça, c'est peut-être accessoire, mais... C'est bon, j'ai. Tu l'as? Waouh, c'est beaucoup plus désaturé que ce que j'aurais cru. C'est vrai. Après, bon, je suis tributaire des images Google Images, je sais pas dans quelle mesure c'est exactement, mais... Gros blockbuster de l'année. Énorme blockbuster. Un des films les plus connus. Et oui, c'est Dune. C'est les gros vers de sable. Les trois gros trous comme ça. Ce sont les vers de sable de Dune. C'est dingue, j'avais vraiment l'impression que c'était en noir et blanc sur les précédentes. Oui. C'est très impressionnant. Bien joué Julie, c'était bien. Dune. Hop, on continue. Là, si vous l'avez avec celui-là, c'est chaud quand même. Enfin, vous êtes fort. On dirait un film de Carax. On dirait des couleurs Carax un peu. C'est vrai, c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est la même couleur. Non, c'est pas moi. C'est pas lui non plus, d'accord. Genre, on dirait Denis Lavant, là, à droite, dans une salle de cinéma, tu vois. C'est vrai. Moi, ça reste mon guess. Je reste là-dessus. Film français? Non, pas film français. Alors, je laisse une seconde et je vous montre ensuite un peu moins flou. Je regarde s'il y a d'autres propositions. J'aime beaucoup le concept du quiz, je me régale. Un peu moins flou. Wow, je me régale plus du tout, j'ai changé d'avis. Je déteste ce quiz qui est beaucoup trop dur. Attends. Qu'est-ce que c'est? Mais j'arrive même pas à comprendre ce que je regarde. Vous pouvez trouver. C'est des reflets? Non, c'est... C'est des bonhommes? C'est un plan face à 3 personnages. Challengers, bien joué! Mais non! Là, on sent que Julie est myope dans la vraie vie. Elle a l'habitude de... Elle a vu le film comme ça. Mais non, quoi? Mais non, attends, remets l'image d'avant. Tu vois, tu peux un peu trouver. Ah oui, ok. Bien joué, Julie. La plus forte des années de myopie qui te back up là-dessus. Excellent. Ça paye maintenant. J'aurais jamais reconnu l'image.
Très bien joué, très bien joué. Image suivante. Ah, ça, j'ai tout de suite. C'est bien parce que tu essaies de faire un peu à la palette de couleurs et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que ça nous fait regarder un peu différemment. J'aime bien. Il est fort, hein. C'est Hong Sang-soo qui a eu l'idée, hein. C'est pas moi. Je ne suis qu'un exégète. La bête, voilà, bien joué. Oh là là. Julie trop forte. Julie déchaînée, même pas besoin de. Julie la myopie. Julie la myopie. Ça triche. C'est bien sûr la bête de Bertrand Bonello. Image suivante. Ah, bah j'ai aussi. Enfin, je crois. En tout cas, la palette de couleurs. En fait, c'est ça, on s'intéresse vraiment aux couleurs. Ouais. C'est pour ça que pour Dune, c'était dur. On avait du mal à voir que c'était vraiment du beige. On en a parlé, ça aussi. On en a parlé, tout à fait. Il y a pas longtemps. Il y a pas si longtemps. Ouais. Il y a un petit mois. C'était avril, je crois. Ah ouais? Ouais. Peut-être pas le film, alors. Je crois que c'est sorti mi-avril, a priori. Que taper la plante. Est-ce que vous avez une idée? Sinon, je vous mets un peu moins flou. Est-ce qu'on peut dire que j'ai pas souvenir du film? Non, c'est pas Memory. Non, c'est pas Memory. Non, c'est pas Memory. Ok. Un peu moins flou. Là, vous pouvez reconnaître plus le décor déjà. Peut-être. Quoi? On est à la moitié du quiz, là, ça commence à corser doucement. Ok, c'est le film corse, du coup? Non, pas du tout. C'était un jeu de mots. Pas du tout. Oh, l'indice aurait été... tu me fends le cœur. Non, pas du tout. Non, on est loin de la Corse. On est sur une autre île, mais pas le même pays. Une autre île. Ouais. La Sardaigne. Je le savais. La Sicile, toute blanche, blafarde. Est-ce que vous arrivez à identifier le décor? Non. Là, Moi, je vois un bonhomme au premier plan. Il y a un bonhomme qui a l'air un peu officier, soldat, quelque chose. Pas du tout, d'accord. Pas spécialement. On dirait une sorte de tour dans le fond. Ça là, une sorte de structure. Ok. Film avec les toilettes. Ah, Perfect Days. Non, mais on se rapproche. Quoi? Ah, c'est un film japonais? C'est un film japonais. Ok, c'est le Coréda. Non. Ça se passe dans une forêt. Tous les traits noirs verticaux que vous voyez, ce sont des arbres. Ah, mais c'est... Ok, d'accord. Vous l'avez ou pas? Quoi le titre de ce film déjà? Le mal n'existe pas. Eh oui, bien joué Loïc. Le mal n'existe pas de Ryuzuki Hamaguchi. Yes. Tout à fait, ce magnifique plan. Il récupère j'ai juste trouvé un film japonais qu'on a vu cette année. C'est comme ça que j'ai trouvé. C'était... Bah, c'est pas évident. Olé. Ah, bah ça tout de suite. Ça, c'est plus simple. Enfin... Après, j'ai aussi... C'est à la fois... C'est pointu, tu vois, parce qu'il faut essayer de faire une courbe de difficulté et en même temps, mettre pas des couleurs identiques à la suite. Oui, sinon tu t'endors, quoi. Ouais. Voilà. Là, on change de registre. C'est vraiment l'image de promo. On change de registre. Ouais. On est toujours sur une île, mais une grosse île. Une grosse île, effectivement. Une grosse île. Ouais. Grosse île. Bah, en fait, à partir du moment où c'est une île... Tout est une île, finalement. Ouais. Tout est une île, finalement, ouais. Mad Max. Mad Max, bien joué, Julie. Le retour. Bam. Et bam, bien sûr, c'est Furiosa. Très orange. Ouais. Passionné avec cette aussi. Ouais, pareil. Et encore, j'ai un peu calmé l'orange. J'ai triché, j'ai un peu rétalonné parce que je trouvais que c'était un peu mensonger. Mad Max, bien joué, Julie. Image suivante. Je peux vous donner, alors c'est pas un vrai indice parce que ça vous aidera pas du tout, mais... La recette d'un plat de pâtes. Michael Mann a mis ce film dans... Alors c'est Pauvre créature, très bien joué. Oui, mais... Oh, mais t'es trop fort, Julie. Michael Mann l'a mis dans la liste de ses 14 films préférés qu'il a fait pour Letterboxd. De tous les temps? De tous les temps. Oh, waouh. Il y a... Le premier, c'est Curiosité Potemkin, et ensuite un peu plus bas, il y a Pauvre créature. C'est très bizarre, mais... Bien joué. Ah, tout le monde l'a... Enfin, plusieurs personnes l'ont. Ouais. Et oui, tout à fait. Vous avez reconnu les fameuses découvertes numériques. Bien joué, Pauvre créature. Image suivante. Ah ben là... Ah oui, ça y est, je me souviens ce que c'est. Même toi, t'as douté, quoi. Je me rappelle. C'est vrai que tout a l'air noir et blanc. Un carré noir. Oh. On dirait un bonhomme face à un autre bonhomme. C'est pas vraiment ça. C'est pas un genre over the shoulder? Non, c'est un plan plus large. C'est pas genre un gros... Là, à gauche, la forme noire, c'est un bonhomme? Non. Ok. C'est vrai qu'on dirait... C'est un bateau. Ouais. C'est un bateau? À gauche, c'est un bateau. Ouais. Quoi? La forme noire à gauche, c'est un bateau. Mais c'est pas un bateau, ça. C'est une tâche. Je m'y connais en bateau. Mais en fait, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment l'expérience de... Oui, bah j'ai l'habitude. Hein. Tâche égale bateau. Quoi? C'est exceptionnel. Mais comment tu reconnais un bateau? C'est un bateau. Incroyable. Mais attends, mais il y a quoi comme film avec des bateaux? Ouais. Ils sont sortis cette année. Je crois que toi, tu ne l'as pas vu. Film de bateau. Fais confiance à lui. Après, j'ai quand même pris des images assez emblématiques à chaque fois. D'accord, ok. Donc effectivement, à gauche, il y a un bateau. Donc à droite, il y a un autre truc. Je peux vous dire, c'est pas un bateau. Bah super. Nous voilà bien avancés. Voilà. Est-ce que vous voulez l'image un peu moins floue?
Ok, c'est parti. Quoi? Mais c'est pas... C'est un peu moins flou. C'est la même chose. Non, là, on discerne. Moi qui le sais, tu vois, ça devient hyper facile pour moi. Oui, c'est Godzilla. Non, mais c'est dingue ça. Hop là. Quoi? Attends, remets l'image d'avant. Ah, c'est merveilleux, vraiment. J'ai lu, c'est excellent là. Grâce à toi, sinon on se serait enlisé pendant 3 heures avec ce quiz là-dessus. En fait, Julie, quand le film est net, il est flou à ses yeux. Et en mode, ah oui, je reconnais, Godzilla. Bravo Julie, bon, c'est clairement toi qui auras gagné ce quiz. Là, j'ai très très flouté là. Je m'en rends compte maintenant. Ah bah oui, là, tu reconnais le film là? Je sais, oui. Oui, ok. C'est dans le désert? Non, mais il y a un truc qui est un peu couleur désert, mais c'est pas... Là, si tu additionnes les deux couleurs qu'on voit un peu... C'est-à-dire du marron et du marron? Non, là, c'est plus jaune, et là, c'est plus un peu vert. La forêt? Non, mais... La toundra? Non. Tu t'éloignes. Alors, est-ce que vous voulez que je mette directement un peu moins flou? Ah! Ok, je comprends pourquoi tu l'as flouté de ouf. Je comprends maintenant. La grosse tête Tom Hardy là. Alors je crois que là c'est l'autre, Austin Butler. Mais tu es sur la bonne piste. Est-ce que vous l'avez, le chat Loïc a donné un gros indice? Ah ouais. Ça fait vroom vroom. Hein. C'est un de nos derniers lives. Et oui, c'est The Bike Riders, bien sûr. Bravo. Remets la première. Ah oui, ouais. Disparaît à 100%. C'est vraiment dur. Hein. Okay. C'est pour ça qu'il y a 2 paliers. Quoi, ça, très bien. Oh. Ok, là j'arrive à lire le plan. Ok. Il y a une femme de profil à droite. Ouais. Il y a un homme assis de dos, mais qui tourne la tête vers la femme. Ouais. Et il y a un troisième Gus au fond à gauche. Alors non. Ah, raté. C'était un bateau. C'est un bateau. C'est une femme face à un bateau. Non, c'est 2 personnages qui se font face. Il y en a un à droite et un à gauche. Je peux vous donner un autre... Les taches jaunes, ce sont les dossiers de leur fauteuil. Voilà. Curieuse idée. Est-ce que Julie... Des fauteuils jaunes. Est-ce que le super pouvoir de Julie... Quel manque de goût. Flagrant. Attends, mais c'est quoi? Cocasse qui a un manque de goût. C'est quoi au fond à gauche, là, du coup? Ça, en fait, c'est un personnage. C'est quand ils se rencontrent sur une plage, non? Je sais pas le nom du film. Alors, ça peut être ça, mais... Ah non. Plage. Alors, toi, tu penses à Hors Saison. Ce n'est pas ça. Sachant que j'avais mis Hors Saison au début, je l'ai enlevé au final pour gagner du temps. Non, c'est pas ça. Mais effectivement, on est un film plus désaturé. Là, il y a un personnage à gauche, un personnage à droite, en gros. Les 2 grosses taches noires, c'est les têtes. Ça, c'est tête. D'accord. Tête. Et ça, c'est tête. Ah oui, c'est pas du tout comme ça que je le disais. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est curieux que les fauteuils soient jaunes et que ce soit un flagrant manque de goût au vu de qui est le personnage à gauche. Vas-y, slide suivante. Super. Attends, quoi? Ok. Ça a l'air d'être un gros richou, un petit peu costard bleu, machin. Ouais, ça c'est juste. Ça, il me fait un peu penser à Tom Cruise, mais du coup c'est pas lui. C'est pas ça. Qu'est-ce que vous distinguez dans le fond du plan? Du ciel. C'est pas du ciel. C'est une petite fenêtre ouverte vers le monde, mais ce n'est pas du ciel. C'est de l'eau. C'est une téloche. Devant la télé. Ouais. Ça va des films. Parce que c'est important dans la scène qu'il y ait une télé. Moi je commence à être perdu là. La moins floue, c'est la réponse. À gauche, c'est un artiste, c'est pour ça que je disais que c'est bizarre qu'il ait pas de goût. C'est qui le protagoniste? Un artiste. Ah. C'est Dali. Eh oui, c'est Dali. Un artiste. C'était un peu tendu parce que la palette du film est pas spécialement... Oui. Et oui, c'est Dali de Quentin Dupieux. Waouh, ok. Très drôle. J'adore ce quiz. Vraiment, je suis très fan. Très fan. Hop là. Oula. Ah oui, là, c'est violet le film. C'est à la couleur. Là. Mauve. Il y a un film qui s'appelle comme ça. Il y a quoi comme film violet, genre de nuit un peu? Je peux vous donner un indice. C'est Collatéral? Non, c'est pas vraiment violet. Je peux vous donner un indice. Ce plan figure dans la bande-annonce du film. Super, on cherche. Voilà, bien avancé. À la toute fin de la bande-annonce, si vous voulez tout savoir.
C'est un plan un peu what the fuck. Alors que le reste du film, voilà. pas tellement. Il suffisait de le dire. Je le savais. Et je donne des indices. Attends. Est-ce que c'est la tête de quelqu'un? Non. C'est un plan large, avec 2 personnages dedans. Qui sont les 2 vagues taches sombres, un plutôt au premier plan et l'autre plus derrière. Donc c'est des bonhommes. C'est des bonhommes, ouais. C'est un bonhomme face à un bonhomme de dos. Et ils se suivent. Ils sont face à nous et ils se suivent. Et ils découvrent un truc un peu genre zinzin. Disons que c'est un plan un peu... C'est bon, j'ai le film. Tu l'as? C'est bon. C'est un plan un peu fantasmatique, quoi. C'est bon, j'ai le film. En fait, c'est les couleurs qui aident. Ce n'est pas le film avec Paul Mescal. Je vous donne un peu plus... C'est les couleurs néon, quoi. Ouais. C'est les couleurs néon qui m'ont fait trouver. Et c'est ouais. Ce sont deux femmes qui se suivent main dans la main. Qui courent dans les nuages. Ouais, tout à fait. Yes. Je suis content de l'avoir trouvé sur la bien joué. plus floue. C'était dur. Ouais, que à la couleur. Ouais. Est-ce que le chat, là, on en a parlé il y a pas longtemps, il y a 2 lives, je crois. Un peu plus. 3. Pas sûr. Hein. Ah ouais. Tu veux qu'on se tape? Ouais. Ok. Non, parce qu'on a fait Kinds of Kindness, Bike Riders, et c'était ça avant. Ah, c'était encore avant? Ah oui, t'as raison. Ouais. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on était avec Zoé, qui venait d'être avec Samir sur sa chaîne, et ensuite on recevait Samir. C'est ça. Tu me donnes la réponse? C'est Love Lies Bleeding. Et oui, c'est le plan what the fuck de Love Lies Bleeding. Le plan what the fuck. Bah, c'est le plan le plus... oui, le plus... Voilà, le moins réaliste on s'en souvient un peu, quoi. du film, tout à fait. Love Lies Bleeding avec Kristen Stewart, qu'on voit derrière. Hop. Les... Ah ouais, ça c'est un peu dur. C'est dur parce que c'est un film obscur ou c'est dur? C'est un peu moins... Moi là, ce que je vois, c'est un peu moins... C'est un pied qui a des ongles qui un sont film de Tarantino, tout bleus. bien joué. Non, pas du tout. Ce n'est pas un pied. Sinon, une sorte de véhicule un peu spatial. Non. Pas vraiment. La tache de lumière blanche au milieu, c'est les projecteurs de la voiture à gauche. Pas du tout. La tache noire au centre, c'est la tête d'un personnage. Quoi? Tu mens. C'est un gars qui lève un bras. Non. C'est un gars... Mais c'est un gars, effectivement. C'est un gars avec un bras blanc. Ouais. Je vous propose de passer directement à la suivante. Qui vous aidera un peu. En vrai, c'est pas évident parce que... Enfin, comment dire? Essayez de comprendre où ça se déroule et ça vous donne un peu des indices. Est-ce que c'est The Fall Guy? Non, c'est pas The Fall Guy. Mais c'est un peu un film avec de la cascade. Donc, qu'est-ce que tu identifies comme décor, Loïc? Il est sur un ring. Il est sur un ring. Bien joué, Julie. Il est sur un ring. Ok, c'est bon, je le vois. Dans ma tête, il était genre dans le désert. Ah oui, c'est bon, ok, je vois le ring. Est-ce que ça vous évoque le film ou pas du tout? Oui, il est comme as, là. Ouais, il est en mode... soit il vient de se faire taper, soit je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme film de boxe cette année? Je n'ai aucun souvenir. Ouais, celui-là est pas évident parce que le film est un peu moins... Je sais même pas si je l'ai vu. Je crois pas. Ouais, bah super. Ah, d'accord, je vois. C'est le film de Dev Patel. Eh oui, bien joué. Ah, ok, mais d'accord, ouais, mais j'ai fait un voyage... C'est Monkey Man, ouais, le film de Dev Patel, où il fait beaucoup de boxe dans un ring et il a une tête de singe. Il joue le singe sur une table. C'est de Square. Et oui, voilà, c'est Monkey Man. Celui-là était un peu plus dur. Image suivante. Ah ben ça c'est Inside Llewyn Davis. C'est ça. J'adore. Mais là, je l'ai pas flouté. On passe à l'image d'après. Est-ce qu'on a parlé? Je crois bien que oui. On en a parlé. On en a parlé. Longtemps. Non, si, il y a plus longtemps que ça. Ah merde. C'est pas Memory. Non. Flûte, je sais plus. J'abandonne. Je mets un peu mieux. En fait, c'est 2 bonhommes qui parlent à une table. Ouais. En fait, j'ai un peu menti tout à l'heure, mais parce que je me suis trompé. De quoi t'as menti? Je vous dirai une fois que vous aurez le film. Ça a l'air très dessat. Ouais, inspirez-vous. Les deux sont habillés en des bleu. teintes, comme ça un petit peu. C'est un peu un film déprimant. Un peu, ouais. Pas beaucoup, quoi. Enfin, un peu, mais effectivement, il y a un mood global un peu mélancolique, ouais. Aucune idée. Alors, Julie, tout à l'heure, était sur la piste. Je peux vous dire ça. Tout à l'heure? Ouais. Ah, d'accord. Ok, c'est All of the Strangers. Non. Ok, allez. Pas du tout. Effectivement, il y a un côté un peu
La plage, voilà, c'est ça. En fait, tout à l'heure, j'ai menti parce que. Ah, c'est hors saison. C'est hors saison. Mais en fait, c'est pas celui-là que j'ai enlevé du quiz, je me suis trompé tout à l'heure. Quand j'ai dit je l'ai enlevé parce qu'il y avait trop de questions. Non, j'avais mis un screen de vampire humaniste, mais c'était trop compliqué. C'était pas assez représentatif, donc je l'ai enlevé. Mais non, effectivement, oui, c'est hors saison de Stéphane Brisé. Et on passe au dernier. Ah, quelle belle transition. C'est même pas un plan du film, si? Ouais, je pense, non. C'est pas l'affiche, ça? C'est aussi l'affiche, mais il me semble que c'est dans le film, non? C'est la seule image exploitable que j'ai trouvée, vraiment. Si j'aurais pu prendre dans le trailer, mais... Les fantômes, oui, c'est les fantômes, bien joué. Les fantômes, ils sont flous. Ils font ce bruit-là. C'est incroyable le quiz. Voilà, bien joué le chat, bien joué Julie qui a été vraiment exceptionnel. Je sais pas si ce don est utile dans d'autres cas de figure que ce quiz très spécifique, mais ça t'a bien servi. Là, comme quoi, de temps en temps, il faut bien savoir s'en servir. Donc, c'est ta transition pour aller sur les fantômes. Tout à fait. Film de Jonathan Millet, je sais pas comment on prononce ce Millet, je dirais, mais... Moi, j'ai envie de dire Millet. Et moi, je vais l'appeler Mougli. Voilà. Jonathan Mougli. Jonathan Mougli. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu dans le chat, si vous avez bien aimé ou pas. Tout ce que je sais de ce cinéaste, c'est que c'est son premier long métrage de fiction, mais qu'il a déjà eu une carrière de documentariste. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il est déjà parti aller filmer justement des gens en Syrie, dans les pays du Moyen-Orient. Il a décidé de partir, lui, avec sa caméra et de faire une sorte de cinéma un peu ethnographique, un peu anthropologique sur un peu les traces d'Edgar Morin ou de ce genre de cinéaste. En fait, je crois qu'il a longtemps travaillé pour des banques d'images, en fait. Donc, il était vraiment reporter d'images, il partait à l'étranger. Et ensuite, un petit peu de cette expérience du terrain, il a fait 2 films documentaires, je crois. Et après, il a fait aussi d'autres courts-métrages qui sont beaucoup plus dans la fiction ou autre. Mais effectivement, il y a ce background-là. Très bien. Tout à fait. Il me semble que c'est un peu aussi un des premiers films importants des films du Grand 8. Qui est une boîte de prod qui commence un peu. En tout cas, pendant le générique, je découvrais. En fait, j'ai travaillé sur un des films, films du Grand 8 qui s'appelle Rabia, qui donc aussi a pour thématique un peu le Moyen-Orient, les liens avec la France, etc. Donc peut-être que c'est une sorte de ligne éditoriale qui se précise. Tout à fait, intéressant. Je ne sais pas. Donc, que nous raconte Les Fantômes de Jonathan Millet, Clément ? Eh bien, écoute, c'est l'histoire d'un personnage principal assez mystérieux qui est un rescapé d'une prison syrienne. Qui en fait appartient... l'essentiel de l'action se passe à Strasbourg. Et en fait, lui, il appartient maintenant à une espèce de groupe un petit peu secret qui traque les criminels de guerre syriens qui se sont expatriés pour se cacher. Et donc lui a été longtemps détenu en prison, où il a été torturé, etc. Et il se retrouve à devoir traquer cette fois l'homme qui était responsable de ces tortures. Et donc évolue à travers Strasbourg et va essayer de... découvrir où pourrait se cacher cet individu, sachant que, c'est le petit twist, quand lui et ses camarades étaient torturés, ils ne voyaient pas, ils avaient un truc sur le visage qui fait qu'il ne peut pas l'identifier aussi facilement que ça. Donc il n'a que un nom potentiel, et donc il va commencer à traquer et trouver quelqu'un qui est peut-être le suspect, et ensuite la question du film c'est est-ce que c'est bien lui, est-ce que lui a très envie que ce soit lui et donc force un peu le destin, est-ce que c'est une fausse piste, etc. Donc c'est une sorte de film d'espionnage sur fond de conflit syrien. Et comme tu le dis, n'ayant pas vu la cible, n'ayant pas vu la personne commettre les crimes, tout le film devient très sensoriel, parce qu'en fait il devient justement la question d'essayer de reconnaître les petites choses qui pourraient lui permettre de l'identifier, c'est-à-dire son odeur. Il y a un moment comme ça qui est dans la bande-annonce où il rapproche comme ça de très près son nez pour essayer de sentir, où il écoute à de nombreuses reprises les enregistrements qui ont été faits de la personne en question, essayer de retrouver les mimiques, les tics de langage, les expressions. Et comme ça, c'est assez impressionnant, et moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le film, cette idée de faire un film de thriller, un film un peu de suspense, d'enquête, mais qui soit tout le temps très très doux. C'est-à-dire que tout est tout le temps chuchoté, les plans sont lents, on parle peu, on entend peu. Et tout se joue beaucoup dans les petits détails, sans course-poursuite, sans attaques effrénées, même si à un moment il y a un coup de couteau, c'est le plus discret des coups de couteau du monde, littéralement personne ne le voit. La personne victime de ce coup va se faire simplement recoudre après avoir marché un petit peu. Enfin, vraiment, tout se joue dans une discrétion totale, ce qui est assez touchant et assez fort comme principe directeur, comme principe moteur. Mais là où je suis pas à 100% fan du film, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas, la confiance entière dans ce dispositif,
et qu'il intègre de différentes façons des choses pour redynamiser un peu le récit ou redynamiser le film, notamment la musique, qui vient un peu casser le mood général, cette sorte d'ambiance très feutrée, d'avoir des sortes de nappes d'électro qui des fois un peu accélèrent ou en tout cas mettent trop d'emphase sur les sentiments du personnage, ou beaucoup de choses qui sont très explicitées, beaucoup de moments où on rend très très clair les choses, où même si le film joue du doute, on ne sait jamais si vraiment la cible est la bonne, on comprend toujours très bien comment le personnage se sent, on comprend toujours trop bien qu'est-ce qui est en train de se jouer dans la tête de son personnage, même si y a des scènes, notamment là, celle qu'on voit, celle du repas entre les deux personnes, qui est à mes yeux la meilleure scène du film, parce que justement, elle joue tout d'un coup uniquement sur les dialogues entre les deux, qui savent, mais sans vraiment savoir qui est l'autre, et donc tout se joue dans une question de retrait. Et là, le film joue de son dispositif à 100% et réussit à s'accorder parfaitement avec ce qui se passe. Mais c'est ça qui est intéressant, effectivement. En fait, je te rejoins complètement dans l'idée que le film a un concept assez génial, mais comment dire, qui n'est pas vraiment transcendé par des idées de mise en scène qui sont vraiment folles, quoi. Ce qui fait que je trouve le film est assez solide, on pourrait dire, sans jamais être un peu vertigineux ou quoi que ce soit. Mais ce qui est assez beau, effectivement, c'est que en fait, on est dans un film où tous les éléments importants sont hors champ, quasiment. Ouais. Puisque le film commence quand le personnage est libéré de la prison, et il y a cette idée visuelle où il sort d'un camion qui est plongé entièrement dans le noir, dans le désert en plein jour, et finalement, l'horreur qu'il a vécue restera dans cette espèce d'obscurité, restera comme ça hors champ, et passera uniquement notamment par les témoignages sonores de gens qui racontent ce qu'ils ont vécu. Ou les témoignages physiques du corps des personnages qui rapportent un peu... Ou les cicatrices, etc. Et je trouve que c'est une idée quand même assez belle finalement de faire un film d'espionnage où ce qu'on voit c'est des cités universitaires, les rues de Strasbourg, et en fait tout est un petit peu caché, quoi. On voit des gens faire que des actes anodins, mais en fait ils se jouent pour eux des drames absolument insondables, quoi. Et ça je trouve que c'est quand même une assez belle idée motrice du film. Qui s'incarne notamment par ce qui, moi, sont aussi... Enfin, effectivement, la scène de repas est géniale, et les autres scènes que je retiens vraiment, ce sont les scènes où il doit communiquer avec le groupe d'agents sans se faire reconnaître. Et en fait, alors ça pour le coup, j'avais discuté un petit peu avec Jonathan Millet à la semaine de la critique, et ça c'est un détail qui apparemment est totalement véridique de la façon dont fonctionnent ces petites cellules secrètes. C'est qu'en fait, ils se parlent via le chat vocal d'un jeu de guerre. Parce qu'en fait c'est le seul endroit où ils peuvent prononcer attaque, bombe sans que sans que ça semble suspect en fait. Et donc effectivement il y a ces scènes où l'écran est entièrement pris par l'interface d'un jeu vidéo de guerre qui se passe dans un pays désertique, comme ça on sait pas exactement où. Et on entend les voix des différents agents qui se posent la question, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Et c'est quand même une idée assez géniale pour figurer finalement par une espèce d'interface détournée tout ce hors-champ que le film, et je trouve que c'est plutôt noble de sa part, n'ira jamais vraiment montrer, quoi. Oui, d'autant que ces segments-là sont les seuls à vraiment ressortir en termes de son, parce que comme on le disait, c'est un film très feutré, et là tout d'un coup il y a des explosions, il y a des bruits de tirs, les gens on les entend très clairement parler dans les vocaux, mais en plus ce qui est intéressant c'est qu'ils ont décidé de figurer même dans le jeu vidéo quelque chose de totalement vide, quoi. Il y a très peu de... Tout est déjà détruit, ils croisent un ou deux soldats de temps en temps sur lesquels ils tirent, mais c'est beaucoup juste de marche, de déambulation. On sent qu'ils se baladent. Je pense que c'est sûrement Arma, le jeu sur lequel ils jouaient vraiment, mais là c'est une sorte de recréation où presque ils jouent à un endroit qui est déjà victime de la guerre, qui a déjà été détruit, à la place de par exemple choisir un jeu assez frénétique où il se passerait plein de choses en même temps. Là il retourne presque sur sur le territoire dont il vient. Il constate l'aspect désertique, toutes les maisons détruites, les seuls quelques soldats qui y restent, et oui, sa quête ça va être de se venger, quoi. Et après c'est là aussi où le film est un peu moins original ou surprenant, c'est que effectivement, tout ça, finalement, ça sert un petit peu à un récit à la fois de deuil et de reconstruction personnelle qui est un peu plus convenu. Enfin, il y a cette idée un petit peu, voilà, je sais pas, de résilience, de dire il y a un trauma qu'on va soigner peu à peu, voilà. Donc, il y a effectivement, on pourrait dire, un appareillage assez conventionnel
sais pas, du drame européen, quoi, qui est quand même là dans le film, et voilà, donc il a un peu du mal à se détacher, notamment cette idée d'avoir 2 personnages féminins qui représentent un petit peu les 2 voies à suivre. Il y a un truc un petit peu didactique, comme tu le disais tout à l'heure, qui fait que, voilà, le film n'est pas... comment dire, vraiment en termes de mise en scène, on sent que le récit pèse encore un peu trop, quoi. Il n'y a pas vraiment... on jouit pas totalement de cette espèce de radicalité de dire c'est un film d'espionnage dramatique où vous ne verrez rien, quoi. Il y a quand même, comme tu l'as dit, finalement la part émotionnelle s'alourdit là où le film était trouvé une forme un peu d'ascétisme à côté, quoi. Oui, on sent qu'il n'a pas encore la confiance que par exemple un De Peretti aurait sur un projet qu'il déciderait de totalement amputé de ça, mais pour autant j'ai la sensation que ce gars-là il pourrait nous pondre un film justement aller plus loin dans la radicalité. Peut-être que là aussi c'est un premier long métrage, donc c'est difficile d'assumer totalement une sorte d'aseptisation totale de son récit, mais que plus tard il va avoir l'espace et l'opportunité de nous présenter un film vraiment 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 super, quoi. Alors pour l'anecdote, j'ai vu un de ses courts-métrages à côté court qui est un film hyper bizarre qui n'a rien à voir avec ça, qui est l'histoire d'une psychologue qui va être envoyée dans l'espace avec des astronautes pour les aider dans leur mission à gérer la charge psychologique. Et c'est... on passe d'une séquence à l'autre à elle qui est dans son appartement avec son ex-mari et ils discutent et il y a du drama, à elle qui va dans une espèce de cabine qui est là pour la tester, où une voix hors champ lui pose des questions hyper indiscrètes. Avez-vous peur, etc. Et elle doit répondre face caméra. Voilà. Donc c'est Kina. Je sais pas... Je n'étais pas totalement convaincu, mais... C'est un film qu'il a fait avant c'est un film qu'il a fait juste avant, juste avant Les Fantômes, et qui n'a, pour le coup, rien à voir, vraiment. Ok, étonnant. Aucune idée de ce que Jonathan Millet fera par la suite. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément un film sur lequel il est hyper évident de développer longtemps, justement parce que... mais il y a un côté, encore un peu scolaire. Ouais. Moi, il y a quand même une direction générale qui me plaît vraiment beaucoup. Vraiment, toi, tu dis qu'il n'y a pas du tout de mise en scène. Moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a quand même... Voilà. Non, j'ai pas dit ça, mais... Il y a quand même pas mal d'idées, en même temps c'est des idées plutôt logiques, mais de travelling très lent, de mouvements d'appareil qui suivent, mais qui essayent de donner corps à cette sorte de sensation, de regard, de distance, d'observation. Et que... oui, il y a une force quand même qui se dégage juste des plans. C'est pour ça que moi je regrette la musique, un peu l'émotion trop surprésente, parce que tous les plans racontent tout eux-mêmes, quoi. Presque les séquences en muet deviennent d'une intensité dingue. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas que je trouve qu'il n'y a pas de mise en scène, mais j'ai l'impression que sur cette idée de figurer ce qui est invisible, le film aurait pu aller un peu plus loin, quoi. En gros, ce qu'on a, c'est je sais pas, le moment où il va sentir l'odeur de celui qui traque, un petit ralenti avec une sorte de léger travelling, mais c'est à peu près tout, quoi. Enfin, déjà que le film n'est pas non plus... Enfin, comment dire, il n'utilise pas forcément cette idée de hors-champ pour générer des idées de mise en scène. Voilà. Oui, c'est ça que je relevais. Voilà. On a déjà fait le tour. C'est pas mal, ouais. Mais c'est quand même... Mais c'est quand même bien. Franchement, c'est quand même un bon film. On a l'air un peu rude dit comme ça, mais non, c'est quand même assez intéressant. C'est quand même assez unique aussi, tout à fait, une proposition de cinéma, une sorte de... Je pense que c'est le bon angle pour aborder ce genre de sujet, de passer par un truc un petit peu tangent, quoi, qui soit là le film d'espionnage, etc., de traque, pour finalement aborder le traumatisme d'une population, etc. Et même la question morale, elle est très difficile dans ce genre de sujet, c'est-à-dire qu'on suit quand même quelqu'un qui veut qui veut tuer, qui veut assassiner, mais en même temps qui assassine un criminel de guerre. Donc le film aussi arrive à trouver la bonne distance sans trop se mettre du côté de son protagoniste, sans trop le justifier dans sa lutte, et en même temps de rester tout le temps un peu quand même avec lui, on comprend, etc. C'est pas un film qui vient juste relativiser les tentatives de vengeance, d'assassinat, contrairement à notre prochain film. Bien sûr. Non, ça va pas être le sujet de Monte Cristo. Est-ce qu'on passe à notre petite... c'est parti, c'est le fun, hein. On est entre nous. Allez, c'est Napoléon ou quoi? Alors... Ça fait une tier list. Oui. Comment je la trouve? Tu l'as en... Ouais, soit tu l'as en raccourci sur le... Tu l'as en raccourci sur Road Movies. Voilà, alors, manifestement, il y a une rétrospective Road Movie à la Cinémathèque de Paris qui se termine bientôt, aujourd'hui.
Ah ouais, aujourd'hui ? Ou en tout cas, cette semaine. Et non, mais c'est une rétrospective express, une de ces fameuses rétrospectives où il passe une fois chaque film, ce qui fait que si tu n'es pas disponible jeudi à 15h37, tu ne pourras pas voir, je ne sais pas, l'épouvantail. Mais effectivement, ils font Road Movie 25 indispensables. Et du coup, j'ai pioché une vingtaine de films dans ces 25 pour faire une petite tier list, voilà, un peu les road movies, le genre américain par excellence, j'ai envie de vous dire. Alors, il y a plein de films qu'on n'a pas vus. Alors, en tout cas, moi, je découvre la liste là. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas vu. C'est déjà dur. Bon, le premier, je l'ai vu. Okay, Alice n'est plus ici. Alice n'est plus ici de Martin Scorsese. Ouais, c'est tout premier film. Qui n'est même pas vraiment un road trip. C'est pas vraiment un road movie. Un road movie, ouais. Je l'ai pas vu, ça, du coup, je l'ai pas jugé. C'est du Scorsese, donc ça reste du bon. Mais c'est pas du tout le Scorsese le plus inspiré. Moi, honnêtement, j'en ai assez peu de souvenirs. En fait, c'est surtout marquant parce que c'est un protagoniste féminin chez Scorsese. Ouais. Ce qui est quand même trop rare pour être oublié. Mais en même temps, oui, c'est un peu un film convenu. C'est un film qui est pas du tout aussi âpre que soit le précédent, Mean Streets, soit le suivant, Taxi Driver, qui reste un peu plus tranquille, qui s'intéresse. Enfin, il prend un personnage de femme, et forcément, le personnage de la femme, la question, c'est son enfant, son mari, etc. Bon, après, évidemment, c'est quelque chose qui existe, qui est réel aussi, mais qui n'est pas aussi excitant, aussi âpre que ce que Scorsese a pu nous proposer. Donc j'ai un peu envie de le mettre en C, même si c'est rude. Ah ouais ? Ce sera du coup la plus basse, là. Parce que, en fait, s'il y avait eu un D, je l'aurais mis en C. Mais du coup, là, vu qu'il n'y a pas de D, j'ai un peu envie de le mettre en B. Allez, B. On pourra mettre fin de B éventuellement. Fin de B, voilà. Ensuite, American Honey d'André Arnold. C'est un film que j'adore. Je l'ai vu plein de fois. C'est pas vrai. Mais allez, je me suis dit... Peut-être que le chat l'a vu. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, André Arnold, souvent quand même, voilà. C'est un nom qui parle un peu... C'est une femme que les gens apprécient plutôt bien. Aux jeunes cinéphiles on va le mettre en pas vu. Publicité. Et si quelqu'un dans le chat donne son avis sur American Honey, il est instantanément mis dans le rang. Si vous dites S tiers, on va froncer les sourcils un peu quand même. En vrai, je pense que ça a l'air vraiment bien. Je suis méfiant. Ça a l'air très bien. Il y a Shia LaBeouf. Ouais. Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. On passe au Canardeur. Thunderbolt and Lightfoot de Cimino. J'appelle ça un banger. Un banger pour moi. Tu l'as pas vu ? Bah c'est un banger. Et pour l'anecdote, donc le Canardeur, c'est le tout premier film de Cimino qui ensuite fera Voyage au bout de l'enfer et La Porte du Paradis notamment. Et en fait, en gros, je crois que c'est un film que Cimino a écrit et que Eastwood devait réaliser, puisque donc, dans le film, il y a Clint Eastwood et Jeff Bridges. Et ils ont passé une sorte de deal. Cimino a dit, j'ai très envie de le réaliser, tu me donnes une semaine et si t'aimes ce que tu vois, je continue. Okay. Et donc voilà, Eastwood a un peu mis le pied à l'étrier à Cimino d'une certaine façon, ce qui est pas anodin parce qu'ils ont aussi tous les deux cette idée de la fresque américaine un petit peu en toile de fond, voilà, qui est présente chez les deux. Mais du coup, c'est une sorte de road movie en même temps de buddy movie, puisqu'il y a Eastwood qui est une sorte un peu de braqueur expérimenté et Jeff Bridges qui est beaucoup moins, et qui vont comme ça cohabiter. Et donc c'est un très très bon film, notamment parce que un peu la légèreté du début s'efface un petit peu progressivement. Il y a notamment toute une scène très belle où ils arrivent dans une espèce un peu d'église, des cathis. Il y a cette idée un peu, qui est très essentielle dans le road movie on remonte un peu le temps à mesure du voyage, et donc il y a une espèce d'horizon mélancolique comme ça qui s'ouvre un petit peu au fil du film. Donc c'est très beau, le Canardeur. On peut mettre un A. Ouais, un bon A, ouais. Un bon A. Easy Rider, on en parle tout le temps d'Easy Rider. C'est vrai. C'est un peu le film matriciel du pour cinéma. La moustache. C'est tout, en fait. L'arrivée en gare du train de la Ciotat, mais des moustaches, quoi. C'est ça. Si le train avait une moustache, ce serait ce film. Ouais. Honnêtement, je l'ai vu il y a trop longtemps, je m'en souviens même. J'en ai vraiment très peu de souvenirs. J'ai trouvé ça sympa sans trouver ça éblouissant. Disons que ça fait partie de ces films un peu décisifs dans l'histoire du cinéma, puisque c'est à la fois celui qui a un peu un de ceux qui a propulsé le nouvel Hollywood, et en même temps, avec cette séquence très célèbre dont parle tout le temps Jean-Baptiste Aurey, du We Blew It, qui est, finalement, dès son lancement tonitruant, il y avait déjà un truc mélancolique qui est fané au cœur du nouvel Hollywood, qui est assez beau. Après, c'est un film de son temps avec ce que ça a de bien ou de pas bien. Enfin, il y a des choses qui ont un peu vieilli, même si c'est un peu grossier de le dire comme ça. Mais en tout cas, il y a un côté un peu... explosion formelle, notamment avec cette espèce de transition en clignotant. Mais c'est quand même très bon, un peu le trajet du film, et cette espèce encore une fois, vraiment d'amertume et d'âpreté sur laquelle il se termine, avec aussi toute cette séquence un peu psychédélique à la Nouvelle-Orléans, ou une espèce de bad trip géant comme ça. J'ai aucun souvenir, c'est terrible.
c'est quand même un film... ça a l'air d'être du A, c'est fou. Un bon A. On met A au-dessus de l'autre. Allez, vendu. Parce qu'on a eu un S, un A dans le chat. Alors celui-là, Ensuite, je sais pas ce que c'est. Celui-là, je l'ai pas vu. En route vers la gloire, c'est un film de Al Ashby. Ah, mais ça avait l'air super. Ça a l'air très bien. Allez, ciao. Les gens de la pluie. Allez, ciao. Une histoire vraie. Qu'en pense... Est-ce que vous avez vu En route vers la gloire ou Les gens de la pluie? Non, mais personne n'a vu Les gens de la pluie. Mais Les gens de la pluie, c'est quand même Coppola. Oui, bah écoute. T'as vu Jardin de Pierre? Bah oui, j'ai vu. Ouais, bah t'es un connard. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais si on l'a pas vu, y a pas de souci. J'ai mis les films en me disant peut-être le chat va venir. Peut-être le chat l'a vu, voilà. J'ai prévu un canal pas vu exprès pour. Très très bon choix. Pas vu. Pas vu, voilà. bon. Pas vu cette merde. Une histoire vraie de David Lynch. Est-ce que je suis le seul à l'avoir vu de nous deux? Moi, je l'ai pas vu. Parce que tout le monde en dit beaucoup de bien. Bah, comme d'habitude de David Lynch, les gens adorent. Bah, je suis pas si fan que ça. C'est un bon film, mais ça reste d'une... En fait, c'est touchant, mais c'est vraiment juste un film Mims avec un grand-père mignon. Tout le monde est gentil. C'est vraiment le pays des bisounours. C'est l'histoire d'un vieil homme qui traverse plusieurs états, je sais plus exactement combien. En tondeuse. En tondeuse à gazon. En tracteur? En tondeuse? Je sais plus. C'est en tondeuse, ouais. Et du coup, qui roule très lentement. Il y a la condition physique qui est pas évidente. Il y a eu des informations selon lesquelles son frère a eu une sorte d'AVC ou en tout cas un accident et donc il décide d'aller le rejoindre. Et parce qu'il est trop vieux pour conduire une vraie voiture ou il n'a pas envie de prendre le bus. Donc il fait ce trajet comme ça et évidemment plein de péripéties, plein d'événements, d'arrêts, etc. Mais à chaque moment, tout le monde est super gentil. C'est vraiment papy au pays des bisounours, tout le monde est très mignon, tout le monde est très heureux. Le film lynchien le moins lynchien finalement. Oui, c'est très simple. Moi je suis d'accord sur le B. Moi je suis d'accord sur le B parce que c'est sympatoche. C'est pas... J'entends. En fait, il arrive pas à... Tu mets en dessous de Scorsese? Ou au-dessus de Scorsese? Allez. Pour moi, il n'arrive pas à dépasser cette sorte d'état juste de la gentillesse pour en faire une sorte d'état du monde ou d'état universel de la beauté humaine, quoi. Ok. Alors, le suivant, j'ai honte parce que je l'ai pas vu, mais je comptais aussi sur le chat. C'est pas un road trip, hein. C'est pas un... Macadam de Voix? Ah non, Macadam de Voix, pardon, je pensais que c'était Macadam Cowboy. Ah non. J'ai pas vu Macadam de Voix. Bah, je comptais sur, par exemple, la présence de Mathieu dans le chat pour équilibrer ce... Je pense qu'il aurait vu tous ceux du bas, sauf American Honey, parce que c'est trop récent. Il déteste. Et Wanda, je l'ai pas vu non plus, ouais. De Barbara Loden. La balade sauvage. De Terrence Malick. Toi, je sais que t'es un fan de Malick. J'adore. Fan de Malick de la première heure. J'adore quand il met la voix off comme ça, il dit Jésus. Tu l'as vu, la balade sauvage? Je l'ai vu, ouais, tout à fait. Moi aussi, je l'ai vu. Bah, c'est... Karim Debache dit dans une de ses vidéos que c'est un des films avec la plus belle photographie du monde. C'est pas faux. C'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai. Après, voilà, moi, cette espèce de charme suranné des films de Malick ne m'atteint pas plus que ça. Moi, c'est un truc qui m'atteint, mais davantage sur ses films contemporains que sur ses premiers films, notamment celui-là, qui reste un film très écrit, très scénarisé, une sorte de Bonnie and Clyde version... Ouais. Après, il y a quand même une longue de mémoire, un long passage au milieu, un petit peu, où ça retombe, exactement où il y a un peu mode de vie champêtre, etc. Mais c'est quand même assez beau, hein, avec Martin Sheen et Sissy Spacek. Moi, j'ai un peu envie de le mettre en B aussi. Ah ouais, B? Toi, tu l'aurais mis plus bas? Non, pas plus bas. Moi, j'aime pas tant, mais je me dis, Malick et tout... Un bon B, dit le chat. Non, un bon B. C'est tout à l'heure qu'il disait ça, mais... Bon B? B... Une ville indienne? Allez. On s'arrêtera pas sur cette blague. B aussi, bah voilà, parfait. B aussi, voilà, magnifique. Un monde parfait. Un monde parfait. C'est mon film préféré. Ça, je l'ai vu. Tier list des films que je préfère. American Honey, En route pour la gloire, Les gens de la pluie, Macadam de Voix et Un monde parfait. J'adore. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir rattraper tous ces films. Ah non, ils sont tous déjà passés, malheureusement. Mais en fait, il y en a plein que j'aurais adoré à rattraper, mais c'est impossible puisqu'ils passent une seule fois. Le Bon West, c'est pour la lenteur. Un monde parfait, film de Clint Eastwood. Avec Kevin Costner. Avec Kevin Costner qui réalise, je crois, juste avant ou juste après Impitoyable, j'ai un doute. Et qui se passe en 1963. Et en gros, c'est l'histoire de Kevin Costner qui est un petit bandit qui est en cavale et qui, sur le chemin, embarque par un fait de circonstance un enfant avec lui. Et donc, il y a un peu une sorte de relation père-fils, mais en même temps, ce qui est très beau dans le film, c'est qu'on sent que Kevin Costner lui-même est un peu un enfant qui n'a pas eu... vu qu'il a été mis en prison très tôt dans sa vie, il n'a pas vraiment eu son enfance. Donc, en fait, c'est à la fois père-fils et enfant-enfant.
cette relation entre les deux. C'est vendeur. Et non, franchement, c'est un très très beau film, assez délicat, enfin assez simple, on va dire formellement. Mais en plus, l'idée que ça se passe en 63 est assez belle, puisque c'est un peu comme si c'est juste après Kennedy, donc il y a un peu cette idée que l'Amérique a perdu un peu son innocence, et le personnage de Costner, c'est un peu pareil, quoi. Mais ça va être bientôt pareil, hein, le cinéma, c'est l'assassinat de Trump. Tentative d'assassinat on va de être Trump. là, les États-Unis ont perdu leur innocence. Ouais. Toré va écrire 29 secondes l'Amérique presque éclaboussée. Et non, c'est très beau, un monde parfait. Un bon A. Un bon A. Un bon A, peut-être en dessous du Canard Nord, parce que c'est, je sais pas. Très bien. En même temps, c'est très beau, un monde parfait. Man Private Idaho. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et là, vous vous dites... Le chat l'a vu, ça, non Man Private Idaho. J'appelle ma copine. Tu mets quel tien? Et là, vous vous dites New York, Miami de Frank Capra. Mais personne l'a vu. Mais non, mais... c'est... Que nenni. Je l'ai vu. Mais je l'ai vu. Et c'est un banger. Ça a l'air d'être un banger. C'est génialissime, New York, Miami. C'est vraiment formidable. Franchement, c'est un des Capra que j'ai vu que je trouve le plus réussi. Voilà. Bah, c'est un film culte, mais pas pour rien du tout. C'est vraiment. Je peux te faire confiance. C'est vraiment une rom-com, mais pur jus, un peu screwball comédie, mais parfaite. Avec Clark Gable. Et je ne sais plus qui est l'actrice. C'est trop petit sur l'illustration. Je vais regarder sur Google. Internet. C'est aussi une star New York, du cinéma de cette époque. C'est Claudette Colbert, bien sûr. Très, très bon jeu quand il faut dire des noms de films avec des villes dedans. Oui, c'est bien pratique. Deux pour le prix. Mais oui, donc c'est formidable. Il y a vraiment, en fait, comme le titre l'indique, une vraie traversée des États-Unis qui est hyper lyrique, qui passe par plusieurs moyens de locomotion. On découvre plusieurs types d'Amérique, plusieurs types de relations hommes-femmes. Et on a en même temps donc cette sorte d'histoire d'amour qui se noue, en même temps ce portrait, bah, évidemment Frank Capra qui était quand même un cinéaste politisé, qui avait des choses à revendiquer, qui en profite aussi pour nous montrer le déclassement, pour nous montrer les moyens de locomotion les moins évidents, beaucoup de bus, beaucoup de jeux de quiproquos, de comédie toujours, vraiment un très beau film, j'ai envie de le mettre en S. Ah bah écoute, là je vais pas t'arrêter mon pote. Allez, et là vous vous dites, Paris, Texas. Tout le monde l'a vu ici. Sauf Loïc. Sauf moi. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai vu il y a si longtemps. Mais ça, le chat, c'est sûr qu'ils l'ont vu. Ça, Paris, Texas. Je pense que la moitié du chat a un poster de Paris, Texas chez eux. Je pense que la moitié du monde a un poster de Paris, Texas chez soi. Sauf moi, qui ai préféré voir New York, Miami. Alors, S, c'est pour Paris, Texas? Paris, Texas. Paris, Texas. Moi, je dirais pas S, par exemple. Mais en fait, je l'ai vu il y a assez longtemps. Ouais. Donc, ma mémoire n'est pas hyper fraîche. J'ai souvenir que la scène du téléphone c'est la seule que j'ai vue. Est magnifique. Le film est un peu surcoté. Voilà, c'était mon avis, mais j'ai l'impression que Clément Jean-Guy j'ai l'impression que Wenders contre les vents. C'est un peu surcoté. Ben, n'ayant vu surtout que Perfect Day, c'est maxi surcoté. B+. B+, oulala. Bah ça sent le A. Ça sent le A. Entre S et... Ça sent le A. Après moi j'ai pas, enfin Les Ailes du désir je l'ai vu mais il y a longtemps, mais surtout dans une projection très 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 mauvaise. Ok. Donc en fait je l'ai vu en cinéma mais c'était in water à mes yeux. Vraiment je rigole à peine. Julie a adoré cette séance. Donc j'aimerais bien le revoir Les Ailes du désir, ça a quand même l'air très bien, et Paris Texas. Je pense que ça a l'air très bien aussi. Encore vu, mais je propose un A. Fin de A. Un A consensuel. Voilà, un fin de A. Un fin de A. Non, allez. Non. Arrêtez tout de suite. Quand même, je pense Eastwood est meilleur. Je pense Eastwood est quand même meilleur cinéaste que Wenders. Je sais pas. Sur un pourcentage de films réussis, oui. Pourtant, il en a fait plus, donc c'est plus dur. Oui. Point limite 0. Point limite 0. Si. Tu l'as vu? Bah oui, bien sûr. Ah, pardon, je suis mauvaise. Quand même. Non, point limite 0, c'est génial. Personne d'autre n'a vu Point limite 0. C'est pas très connu, Point limite 0. Non, mais si tu fais la liste des 10 road movies des années 70, il y a Point limite 0 dedans. Oui, mais merci. Mais moi aussi, si je te fais une tier list des 10 road movies des années 2020, ben, il y aura des films nuls dedans, tu vois. C'est très spécifique. C'est quand même un des films un peu emblématique du moment road movie de l'histoire du cinéma. Emblématique si tu fais pas de tes l'époque, devoirs, de machin et tout. J'y peux rien pour toi, ok. Ok. Bon. Non, et bah voilà, le chat dit A. A, c'est bien, mais un très bon A. Parce que, en gros, donc, pour faire très vite, Point limite 0, c'est l'histoire de un vétéran du Vietnam qui s'appelle Kowalski, joué par Barry Newman, enfin Loïc Barry Newman. Barry Newman, bon, là, je l'adore. Là, je flex. Je l'ai vu dans Barry contre-attaque. Tu l'as pas vu dans Le Nouvel Homme. Vanishing Point?
C'est point limite 0 en version originale. Et il est en gros, insupportable. C'est l'histoire de ce gars-là qui en gros doit ramener une voiture et traverser quasiment tous les États-Unis. C'est Drive Away Dolls. Et se donne, c'est ça. Et il y a une mallette avec des dildos. C'est dedans. Oh là là, c'est le même. Et en gros, il se lance une sorte de défi à lui-même de rallier l'autre côte où il doit aller en un temps record. D'accord. Et en fait, il devient, à partir de cette idée un petit peu absurde, une sorte un peu d'icône de anti-establishment, puisque du coup, toute la police est à ses troupes. À ses troupes, ouais, c'est ça. Allez, fin de la tier list. Allez, en A. Non, mais toute la police est à ses trousses, et du coup, le mot commence à circuler de « Ah, il y a ce pilote fou qui met en défi toute la police. » Il y a un DJ qui commence à passer des sons en lui parlant et tout, en passant des tubes de l'époque et tout. Et donc il y a cette espèce d'effet où finalement c'est vendeur. Voilà, et plus il avance, plus quand il traverse les États-Unis, il y a un côté un peu plus métaphysique. Enfin, voilà. Non, mais c'est un film magnifique, et il y a notamment au moment où on va dire, il se lance sur la route des plans de voitures qui sont vraiment sublimes, notamment avec un petit travelling compensé et l'espace qui s'ouvre comme ça. Ah mais je l'ai vu ce plan, il vient de ce film. C'est génial. Non, en vrai c'est vraiment très très bien, et voilà. Là ça te va? Là ça me va très bien. Derrière Designer, un petit. Ensuite l'épouvantail. Tu l'as pas vu? Ah si, je l'ai vu moi. Ah tu l'as vu? Moi de toi. Sachant que là il y en a 20, que je veux le voir, les 5 que j'ai enlevés c'est des films que je connaissais même pas de la liste. Ah oui? Ah bah tu vois. Enfin il y avait Le Magicien d'Oz dedans. Ah mais t'as vraiment aucune culture là, je suis désolé. Non mais c'est c'est plus parce que je me suis dit... Le Magicien d'Oz, Clément. Est-ce que c'est vraiment c'est vraiment un road movie? Bah oui. Ah ouais? Mais il marche à pied. Mais écoute frère, c'est une route. Oui bon. Road, c'est une route. Par là, Les Fantômes c'est un road movie, il y a les trottoirs de Strasbourg. Bon, on va pas non plus... D'accord avec Loïc. Tu vois. L'épouvantail, voilà, t'as pas fait tes loin. Mais l'épouvantail, il marche aussi, non? Il marche, mais pas que. Oh, dans Le Magicien d'Oz, il prend une tornade aussi à un moment pour voyager. Donc, ok, pas mal. Top 5 des films avec des tornades, pas mal. Twisters. L'épouvantail avec Al Pacino et Gene Hackman, un beau peu casting. Palme d'Or, 1975. J'aurais dit plus tôt, mais... 13, sûrement 13. Je crois que t'as raison. Je sais pas. Et duo un petit peu de deux personnages désœuvrés qui vont essayer de un peu gagner leur croûte sur le chemin des États-Unis. C'est un film de Jerry Schatzberg, qui a aussi fait Panic at Needle Park, qui est un peu un des cinéastes qui a lancé la carrière de Pacino. C'est un très beau film, mais... Alors, c'est un film exceptionnellement cadré. C'est Vilmos Zsigmond qui fait la photographie, et vraiment, c'est une masterclass à tous les niveaux de son travail. Mais je trouve que c'est un film un peu vilain avec ses personnages. Enfin, il y a notamment dans le dernier tiers du film, tu sens que le sort s'acharne, quoi. Qu'il y a un truc un peu de... Ah, c'est vraiment la misère qui s'abat sur eux. Il y a une sorte un peu de série de péripéties où je trouve que le film a un côté presque un peu misérabiliste sur la fin, qui moi m'avait un peu déplu quand je l'ai vu à l'époque, mais ça remonte. Mais c'est quand même un très beau film. Donc un petit A aussi. Un petit A. Franchement, un petit A, ça me paraît être. Ouais. Là. Bah ouais. Allez. Là. Prochain, tu voilà. Là, il y a pas de dialogue, il y a pas de débat. On ne parle pas. C'est les raisins de la colère. Voilà. Si les gens arrivent pas à voir la colère de John Ford, 1939. Voilà. Est-ce que quelqu'un est en désaccord avec le S? Attention, parce que vous êtes banni instantanément. Non, mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est que c'est un des plus beaux films du monde. Oui, enfin, vraiment... c'est vraiment magnifique, c'est sublimissime, c'est tellement important. Allez, A+. Il nuance un petit peu quand même. C'est Henry Fonda qui rejoue Steinbeck. Tout à fait. C'est John Ford qui remontre l'Amérique de surtout, la désolation. Un Ford presque communiste politiquement, quoi. C'est un film hyper étonnant aussi de ce point de vue-là. Et la toute fin du film avec ce monologue d'Henry Fonda qui en gros fait une sorte de déclaration de dire qu'il se trouvera toujours du côté des plus démunis, et qui va, enfin voilà, comme si presque sa conscience s'évaporait pour soutenir les classes paupérisées d'Amérique. C'est sublime. C'est un des plus beaux moments vraiment du cinéma américain. Tu parlais de photographie, le film est sublimissime. C'est un noir et blanc qui en même temps embellit les États-Unis et en même temps on saisit tout le malheur, toute la pauvreure. Il y a ce plan génial avec l'agriculteur à qui on vole ses terres, qui se jette au sol et la caméra panote formidable. Sur sa terre. Oui, j'ai tout à fait, j'ai le plan exact en tête. C'est inouï. Non, vraiment, voilà, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, si vous voulez voir des bons films, ils sont sortis dans les années 30. On peut le mettre peut-être au-dessus de... Oui, en haut de toutes les listes. En haut de tout, ouais. Je suis d'accord. Voilà. Alors celui-là, il me semblait que tu l'avais vu, mais peut-être je me trompe.
lol. T'as pas vu Road to USA? Non. C'est pas toi qui avais vu J'ai vu un Robert Kramer, un autre. mais un Robert Kramer obscur, Aïe, aïe, aïe. dont je n'ai aucun. Mais quand je dis Même le aucun, titre oui, c'est aucun souvenir. Bah, J'avais passé un moment très difficile. Road to USA, c'est un documentaire de 4 heures sur les routes américaines. Voilà. Bien Alors, résumé. film suivant, qu'est-ce que c'est l'affiche? C'est Stranger Than Stranger Than Paradise, Paradise. donc de Jim Jarmusch, Le gym. son Le Jam. meilleur film. Je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Ah, tu l'as fait. Je suis pas très fan. Alors, peut-être le chat, il y aura une armée de jarmouchiens cachés. De Jean Jarmouchien, ouais. Effectivement, il y a ce truc, on va dire, très cinéma new-yorkais, jarmouche, Ouais. c'est-à-dire un bombé. Un cinéma assez proche du réel, avec un petit peu cette idée de l'errance, comme ça, au cœur du film. Moi, je trouve que c'est quand même un truc un peu... Enfin, il y a toujours chez Jarmouche quand même un peu un soupçon de posture arty là-dedans, qui fait que moi, je suis pas hyper client. Ouais, petite fin de baie, franchement, c'est honnête. Moi, j'ai vu un seul plan de Stranger Than Paradise que je trouvais très beau, qui était une sorte de long travelling en voiture, où on saisit un petit peu tout un quartier de ville américaine, de banlieue, de suburb, où on saisit un petit peu très vite à quel point tout se ressemble, mais en même temps tout est un peu beau. Ce plan m'avait plu, mais je pense que 1h40 de ça... Bah, ça vaut qu'on le mette pas en C. Voilà, un petit B. Fin de B? Fin de B, ouais. Ça, je te juge. Allez. C'est Scorsese qui est le plus bas de la liste pour l'instant. Ouais, bah je suis désolé, mais Alice n'est plus d'ici. C'est on c'est peut pas mettre son Ridley meilleur. Scott après, donc ça c'est bien. On peut mettre Ridley Scott derrière. Je préfère Thelma et Louise, je pense. Aïe aïe aïe. Allez, bah Thelma et Louise. attendez, déjà... Hop là. Allez. Si quelqu'un a vu Wanda, c'est c'est le film de Skolimowski, c'est ça? Vanda, non, c'est un film de Barbara Loden, Ah oui, non, je confonds. qui joue elle-même le premier rôle, je crois. Une sorte de road movie féminin, ce qui a fait un peu sa marque dans l'histoire du cinéma. Voilà, un film très indé, mais que je n'ai pas vu. Ok. Thelma et Louise, donc, Loïc. Bah, on en avait déjà parlé en plus. On avait, c'est vrai, parce On en que avait parlé c'était pour les héroïnes féminines. ouais, exactement, les protagonistes féminins. C'est vrai. Donc, Thelma et Louise, ben... C++. C'est ok. C'est ok, mais C'est un bon divertissement. c'est quand même la Est-ce qu'on peut période dire où... que c'est un bon film popcorn. Un bon film. Bah, en vrai, oui. Enfin, c'est quand même un film, je veux dire, relativement inoffensif. Oui. Politiquement, quoi. Enfin, il y a une idée. C'est un film féministe qui veut aussi nous vendre des bagnoles et des cartes postales des États-Unis. Il y a quand même cette dimension-là un peu. Enfin, c'est l'époque où Ridley Scott faisait un peu des films comme ça. J'ai l'impression. Comment dire, des films de savoir-faire un peu publicitaires, tu vois. Mais cela dit, je rejoins un peu le chat et je suis moi-même très, très vilain. C'est quand même vraiment de bonne facture. C'est quand même oui. un beau film féministe, comme on n'en voit pas beaucoup à l'époque. C'est quand même resté une icône pour quelque chose, quoi. C'est deux femmes qui quittent les hommes de leur quotidien, bien qui sûr. se refont entre elles et qui... Oui, c'est ça. Le chat dit film reprennent la important. place. J'ai l'impression que c'est un film qui a une importance culturelle, Ouais. mais c'est pas forcément un film génial, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, je suis assez d'accord. Bah, en fait, il y a des choses qu'on en retient, des moments qui sont assez forts, mais dans l'ensemble, en général, il y a quelque chose d'un peu rude. Notamment, moi, ce que je trouve assez admirable, enfin, ce qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais vu le film pour la première fois, c'est la question du viol, très rapidement, qui est abordée dans le début, où justement, c'est un peu ça qui va déclencher l'émancipation de ces femmes, quoi. C'est le moment où elle tue un des agresseurs, un agresseur. Et c'est quelque chose on peut le dire plutôt couramment maintenant au cinéma, mais à l'époque, il y a 30 ans, c'était un truc qui était vraiment très peu représenté. Donc d'aller directement affronter la chose aussi frontalement, c'est quand même en effet important, quoi. J'entends. Alors, qu'est-ce que le chat on a eu? Moi, j'accepte pas plus que B, mais un bon B. Moi, je pense que... Ah ouais, mais t'es un peu à contre-courant du chat, là. Ouais, le chat est en A. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Le plus haut DB. Le plus haut DB. C'est le plus haut DB. Voilà. On peut pas aller plus loin sur le potard. Eh bah allez, hein. Voilà, je suis désolé le chat, on vous écoute aussi. Peut-être que je l'aurais mis plus... Non, je sais pas. Bah non, vas-y, on le met en fin A. Allez, Allez, on est gentil. Généreux, c'est pour se faire pardonner du fait que exactement. la moitié de la liste, on l'a pas vu les films. C'est moi qui ai fait la liste, mais je comptais un peu sur le chat voilà, éventuellement avec tes Vanda, là. sur Monsieur Matos. Avec tes Vanda. Non, mais disons que ça semblait un peu malhonnête, tu vois, de faire une classe, les road movies, et il n'y a pas Macadam de Voix, tu vois, ou les gens de la pluie. Ou les gens de la pluie. Mais enfin...
Il a fait Le Parrain, le man, après. Oui, mais il y a aussi des cinéastes qui ont fait des films hyper connus. J'ai pris la liste de la Cinémathèque, c'était ça ma base de travail. Tu peux travailler tout seul. J'en ai enlevé. Tu peux faire les choses toi-même, mettre les mains à la pâte. Il y avait Dillinger de John Milius. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On a bien fait de pas parler de ça. Ah oui, ça a l'air bien. Il y a Warren Oates dans Dillinger. Je sais pas qui c'est. Le mec qui joue dans Qui veut la tête d'Alfredo Garcia de Sam Peckinpah. Ah, ok. Il joue aussi dans La Horde sauvage d'ailleurs. Et maintenant on attaque le film que tout le monde attend, que tout le monde a attendu, c'est le blockbuster qui fait des énormes entrées en salle, en France, pour moi, énorme c'est succès. Du cinéma américain à la maison. c'est ouais. Tu voulais Pierre Ninet, tu voulais du cinéma américain. C'est Pirates des Caraïbes pour moi, je vois pas la diff. C'est Pirates. Attends, c'est quelle région? C'est Pirates d'Île-de-France. Pirates d'Île-de-France, ouais. Le Comte de Monte Cristo, c'est, il me semble, déjà 4 millions d'entrées. Ouais 4 si ce n'est plus. Énorme. J'ai cru lire 4,5. Ah ouais, tant que ça? Ouais, c'est vraiment un énorme succès. Moi, le jour où j'y étais, c'était vraiment salle complète. Les gens ont applaudi à la fin de la séance. Moi, pareil. C'est, tout le monde vient le voir. Est-ce que c'est parce que le cinéma est un peu devenu l'attraction qu'on lui connaît, c'est-à-dire film grand public, où on se dit on vient au cinéma pour un long film, pour une sorte de longue épopée, aventure, un peu événementielle, exactement. Le chat est encore en tier list, c'est plus. Mais effectivement, c'est le nouvel opus de cette espèce de Dumaverse qui avait commencé avec les 2 volets des Mousquetaires, cette idée d'aller puiser comme ça dans la littérature française pour en tirer des sortes de films un peu épiques, en tout cas qui sont un peu le fer de lance comme ça de grosses productions françaises. Et on découvrait d'ailleurs en préparant l'émission que les 2 co-réalisateurs du Comte de Monte Cristo sont derrière le scénario des Mousquetaires. Des 3 Mousquetaires. Donc c'est Arnaud Delaporte et Alexandre de la Patelière, c'est ça, tout à fait, non, c'est ça. Et Mathieu Delaporte. Mathieu Delaporte, ouais, c'est ça. Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Également les réalisateurs du Prénom. Eh ben ça, mon pote. C'était bien le Prénom, j'aimais bien. Pas vu. Très marrant. Et donc là, c'est l'histoire d'une vengeance. Non, mais donc voilà, on retrouve effectivement le mythe de Monte Cristo condensé en 3 heures. 3 heures, c'est un film long, mais l'histoire est assez dense. Donc, l'histoire de Edmond Dantès, ce jeune marin qui est condamné à tort et qui, 20 ans plus tard, après avoir échappé de prison et découvert un trésor, va planifier un peu la vengeance parfaite contre les 3 hommes qui l'ont incarcéré et qui ont volé toute sa vie finalement. Je préfère le préciser tout de suite, on n'a pas lu les romans. Enfin, le roman, c'est plutôt une sorte de feuilleton. En tout cas, on l'a pas lu, donc on vient tout à fait avec un regard frais, neuf sur le film, sans le comparer un peu l'histoire que ce que pourrait être le mythe immense du roman. On a fait un petit sondage Instagram où, globalement, je crois qu'à peu près 63% des gens disaient qu'ils adoraient, enfin, en tout cas, c'était les plus convaincus. Enfin, ils ont choisi l'option la plus convaincue du sondage. Où est-ce que tu te situerais, Loïc? Est-ce que tu aurais mis un petit cœur, un petit smiley bof ou une petite tête de mort? Moi, bof. Je suis pas méchant. Parce que en même temps, il faut reconnaître au film une très belle déjà facture plastique. C'est-à-dire que tout ce qui est décor, costume, maquillage, même les comédiens sont très bons. Le choix de casting est vraiment solide. Pierre Ninet est vraiment est au top. Moi, j'adore Bastien Bouillon. Je trouve qu'il fait un antagoniste parfait. Il a toujours un truc un peu de l'ordre de la fêlure, quoi, qui fait qu'il n'arrive pas à être le grand méchant. Mais justement, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Oui, exactement. Et Laurent Lafitte, on a l'habitude de le voir. Il est toujours comme d'habitude. Moi, celui que j'aime vraiment particulièrement, mais j'ai pas son nom de comédien, c'est celui qui joue le faux fils, enfin le prince ami du comte de Monte Cristo, qui est le fils donc de Laurent Lafitte. Caché de Lafitte. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un très bon shot de cast. Donc, plastiquement assez réussi. Mais en fait, devant le film, j'ai pas pu m'empêcher de me dire le roman doit être sacrément bien. Parce qu'en fait, je trouve qu'en effet, en termes de scénario, en termes purement de ce qui est raconté, c'est vraiment génial. Enfin, cette histoire de trahison, de dupe, de jeu, de planification, de cette sorte de jeu d'échecs prévu en avance par le comte de Monte Cristo, qui est plus intelligent que tout le monde. C'est des genres de scénarios maintenant qu'on connaît bien, mais qu'à l'époque étaient un peu nouveaux. Il y a un truc presque languien, un peu de dire, au sens de Fritz Lang, de dire
il se venge d'une injustice, mais finalement, dans quelle mesure est-ce que lui-même va pas commettre des choses aussi irréparables que ce qu'il a subi? Bien sûr. Et le plaisir toujours de voir un plan se dérouler à la perfection et un personnage tellement intelligent qu'il a tout prévu, mais 5 coups en avance, c'est assez super. Mais en termes de mise en scène et de comment est-ce que les deux co-réalisateurs se décident de le filmer, c'est très 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 simple, quoi. J'ai l'impression jamais de moment où je me suis dit waouh, ça c'est un vrai plan, ça c'est une vraie idée, là il y a quelque chose qui passe par ça. C'est tout le temps la façon la plus simple de filmer la chose, la façon la plus littérale, la plus évidente pour le spectateur aussi, quoi. Vraiment, on lui délivre le scénario tel quel et on vient pour profiter des acteurs, pour profiter de l'histoire, mais à aucun moment c'est le plan qui raconte quelque chose. Toi, tu es parti en grande lutte contre les plans drones du film, notamment. Alors, oui. Non, mais en fait, je vais rebondir mais en faisant un petit détour. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, c'est vraiment un film de production value. Ce qui est un terme qu'on emploie aux States, aux États-Unis, pour dire que le film met en valeur son budget, donc met en valeur ses décors, ses costumes, etc. Et effectivement, ces aspects-là sont magnifiques, ce seront probablement des Césars bien mérités. Et le maquillage de Niné aussi. Le maquillage est excellent, et vraiment les décors, il y a des choses magnifiques. La demeure qu'occupe Monte Cristo en périphérie de Paris, avec tous ses étages et tout, c'est très très beau. Le problème de vouloir un petit peu comme ça bander les muscles, c'est que ça met aussi en valeur tous les moments où ça pêche. Déjà, je trouve que le film est assez déséquilibré, et notamment que les 15 dernières minutes sont extrêmement rushées et presque un peu cheap, puisque d'un coup on se retrouve à avoir le grand dénouement où il n'y a plus que 2 personnages par scène et emballer c'est peser en quelques plans, quoi. Donc ça c'est assez curieux. Et effectivement, il y a une des idées qu'a le film pour un peu comme ça exhiber, on pourrait dire, ce sont ces fameux plans en drone, donc voilà, qui se démocratisent de plus en plus. Là on en voit un à l'instant même qui sortait du château. 2 problèmes sur ces plans en drone, c'est que le premier, c'est que moi je sens que c'est des plans qui sont là pour impressionner, mais pas en tant que outil de mise en scène, quoi. Je prends pour exemple, il y a beaucoup de plans, enfin pas mal de plans qui sont des plans en drone en plongée totale comme ça, qui sont face au sol. Effet un peu impressionnant de dire voilà, on arrive à regarder de haut, etc. Problème, ils sont tous moches en fait, puisque quand vous filmez l'action de haut, c'est très plat, on voit juste les détails du sol, c'est des plans qui sont à la fois très laid et extrêmement pauvre en termes de mise en scène. Et l'autre problème, c'est que le film s'affaiblit presque par pure association, parce que des plans en drone sur des jolis châteaux du patrimoine français, en fait, ça fait tout de suite émission de télévision, quoi. Parce que c'est malheureux à dire, mais le drone étant justement un outil qui permet à moindre frais de faire des plans qu'on pouvait faire qu'avec des hélicoptères avant, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées par les youtubeurs ou les émissions de reportage télé type Stéphane Bern, quoi. Et il y a quand même... Type Secret d'Histoire. Exactement. Et donc il y a quand même des moments dans le film où on se pose la question, quoi. Est-ce que c'est Pirates des Caraïbes ou est-ce que c'est Stéphane Bern? Et donc je trouve que le film trouve pas vraiment son... Enfin, à vouloir en mettre plein les yeux, finalement, les coutures deviennent les plus flagrantes, parce que je pense que dans la tête des cinéastes, il y avait cette idée de dire il faut surtout pas que ça fasse téléfilm historique un peu cheap. Sauf qu'en fait, ce qui différencie un film de cinéma d'un téléfilm, c'est pas le budget ou les plans drones, en fait, c'est la mise en scène. Oui. Et le problème, c'est que là, comme tu l'as dit, elle est assez impersonnelle, fonctionnelle tout au plus. Et en fait, il n'y a aucun moment où il y a vraiment un plan de cinéma qui nous raconte un truc et qui serait pour le coup quelque chose que le téléfilm ne pourrait pas, auquel il pourrait pas rivaliser en fait sur ce terrain-là. D'autant qu'il y a pas mal d'idées qui sont potentielles avec un scénario du type, quoi. Vraiment cette sorte d'idée de plan dans lequel se jouent des intrigues qui sont jouées d'avance, etc. Évidemment, on peut jouer de ce que fait le film de temps en temps, c'est-à-dire d'usage très simple du flashback ou du flash forward, de en termes de montage, il y a plein de choses à faire. En termes de montage, il y a plein de choses à faire en termes de compréhension de qui joue le jeu, de qui subit, etc. l'action, plein de façons de le filmer, sauf que non, tout est juste raconté par les personnages, tout est assez simplement attendu. En fait, même moi, là, j'essaye de repenser à un plan du film qui m'aurait marqué, j'en retrouve pas. Et là, je regarde la bande-annonce et je retrouve des plans, assez convenus, qui racontent simplement juste, ok, le personnage fait ça, on le filme de là, le personnage, vas-y, fais-le. Ouais. Et puis, en plus, je trouve quelque chose de l'ordre du rythme qui, je pense, oblige aussi le film à aller un peu à l'essentiel, parce qu'on sent qu'il y a
un bagage qui est extrêmement lourd, beaucoup de personnages, un peu de sous-intrigues à raconter. Et en fait, ça oblige le film à passer beaucoup de temps justement à expliquer des trucs. Je pense notamment tous les flashbacks avec Laurent Lafitte, son fils caché, etc. Ouais. En fait, ça fait un peu des circonvolutions dans des flashbacks, dans des machins. Et en fait, on sent que le film est pressé par le temps, quoi. Et pour surtout pas ennuyer son spectateur, parce que ça doit être le film épique, il faut avancer. Typiquement, le passage en prison, je le trouve pas du tout éprouvant, enfin, c'est réglé finalement assez rapidement. Il y a des ellipses, il y a des cartons de texte d'ellipses marqués 10 ans plus tard, 10 ans dans une cellule, c'est pas rien, quoi. Ouais, en fait, là, c'est évacué en un carton de texte, et je veux dire, il y a même pas l'envie ou l'idée d'un plan pour incarner le temps qui passe, tu vois, mais même un truc très simple de montage, un fondu enchaîné, ou même un très long travelling arrière, un truc de temps qui passe, quoi. Un truc basique de, je sais pas, il écrit, tu vois, il marque tous les jours sur les murs et on découvre que le truc est démesuré. Et en fait, non, ça passe par petit carton de texte. En plus, les fondus au noir donnent un truc, enfin, il y en a assez souvent dans le film, ça donne un truc un peu feuilletonnant, qui fait aussi un peu penser à une série télé, et du coup, amoindrit ce côté, c'est la fresque cinématographique épique. Et je dévie un peu, mais en plus j'ai l'impression que il y a un équilibre qui est pas vraiment trouvé en fait dans un peu le ton du film, quoi. Il y aurait ce côté un peu patrimonial, on met en valeur les récits fondateurs, les paysages, l'architecture française, voilà, le côté un peu France 3 régions du film. Et même par là, du coup, la littérature, les icônes, les images, etc. Voilà, dès qu'un cheval galope, il y a des beaux plans très longs, inutiles, du cheval qui galope, etc., qui prend son envol. Et en même temps, il y a un côté, je trouve, presque bis dans certains aspects du film, quoi. Je pense par exemple à finalement en fait toute la partie un peu machiavélique du personnage. Il y a un côté un peu Batman, enfin il est dans sa Batcave comme ça, il a des mécanismes secrets qui découvrent des décors, il se bat dans son espèce de manteau en cuir, enfin il y a un côté presque le pacte des loups un peu sur certains côtés du film, je trouve. Ce qui fait que le film est un peu dans une sorte d'entre-deux, quoi. Il est à la fois trop sage et en même temps un peu trop bizarre pour être vraiment le récit policier qui va plaire à tous les grands-parents, quoi. Et je pense aussi dans ce côté bis à l'accent improbable de Anna Maria Bartolomei, qui est sûrement une excellente actrice. Ça ne marche pas du tout, vraiment pas du tout là dans le film. Et ça ajoute à ce côté un peu série B, quoi, finalement. Moi, la question que je me pose, évidemment, fondamentalement, c'est pourquoi le film marche aussi bien? Parce que j'ai vu, même en termes de retour spectateur sur Halluciné, c'est le film le mieux noté de Pierre Ninet. Bah même presse, il y a des assez bons retours globalement. Il y a des assez bons retours globaux. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un film comme ça parle autant au public français aujourd'hui? Ça reste pas le plus grand succès, par exemple, j'ai oublié le nom, c'est Un petit truc en plus de Artus, que j'ai pas encore vu, mais bon, je suis assez curieux de regarder, parce qu'il a fait quand même 14 millions d'entrées, ce qui est colossal, et ce qui le hisse parmi les films français les plus vus de tous les temps. Il me semble qu'il est 3e ou même 2e derrière Intouchable qui reste le Intouchable en premier. Il y a moyen, mais je sais pas, il est peut-être 2e ou 3e. Je sais plus. En tout cas, il se balade, il se bouscule le top. Donc il est pas du tout à ce niveau-là, mais ça reste quand même 4,5 millions d'entrées, c'est colossal, et ça plaît énormément. Pourquoi est-ce que ça plaît autant? Évidemment, il y a cette explication il y a un désir, on dirait, d'essayer de retrouver sorte de mythe français de la littérature, les personnages, les châteaux, tout ce qu'on a déjà évacué. Mais est-ce que les gens n'ont pas envie de voir plus de la mise en scène, plus de plans, plus de travail? Et ce que ça révèle un petit peu, c'est que j'ai l'impression que les gens ont plus envie de voir des histoires, en fait. Après, c'est peut-être juste une sorte de réalisation, de critique de cinéma qui comprend que, bien sûr, en général, pour les gens, c'est plus une question d'histoire, de scénario que d'art, quoi, entre guillemets. Mais je pense qu'il y a ça, et en fait je pense que le film est très efficace, mais presque au sens, en fait je trouve que je disais feuilletonnant, mais il y a un peu un truc d'écriture de série télé, quoi. On sent qu'il y a péripétie sur péripétie, il n'y a pas une seconde à perdre, etc. Ce qui d'ailleurs fait des trucs très bizarres. Je trouve que le début du film est un peu étonnant. Ça commence, il y a un naufrage qui a déjà eu lieu, et Pierre Ninet est déjà dans l'eau pour sauver une femme, et en fait finalement lui, on nous le présente que 3 scènes plus tard, comme s'il nous manquait son... En fait, il y a un truc un peu de... Le film court après son propre rythme, tout le temps comme ça, et du coup, effectivement, on voit pas les 3 heures passer, parce qu'il se passe toujours un truc, etc. Mais finalement, on aimerait bien voir se passer des trucs dans les 3 heures, hein, pour jouer sur les mots, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc, une logique d'efficacité, en fait, un peu de série télé, qui d'ailleurs, formellement, correspond, hein, parce que finalement, c'est une mise en scène de série télé, hein, plan en drone, notamment, y compris, qui fait que,
disons, on s'y sent chez soi, quoi. C'est série télé plus beau décor, plus beau bateau. Et du coup, il y a un truc où on a l'impression que c'est voilà, le film qu'on nous a promis. Et ce qui est dommage, c'est qu'on rate énormément de cette sorte d'ambiguïté morale du personnage, c'est-à-dire à quel moment cette sorte de vengeance devient pire, devient accablante. C'est-à-dire qu'elle est mentionnée 2-3 fois dans le film, mais jamais elle est explorée par une tentative de mise en scène ou par autre chose que juste une sorte de petite bagarre entre Anna Maria Bartolomei et Pierre Ninet. Ça aurait pu rentrer dans une sensation vraiment scénique de ce que c'est que la gravité de ce qui est en train de se passer, la gravité de ce qui est en train de se jouer dans la tête de Pierre Ninet, à quel moment les jeux de dupes deviennent vraiment malsains. Mais non, c'est vraiment purement l'histoire qui joue. Ouais, en fait, mais je me demande aussi peut-être dans quelle mesure le roman de Dumas traite ça. J'aurais la sensation qu'il le ferait davantage. Ouais, mais en tout cas, le texte de Criticat, enfin Bastien Joncre pour Criticat disait que le film lissait beaucoup la figure du personnage. Okay. Donc lui avait connaissance du livre. Mais effectivement, et en fait, il y a un truc très... Enfin, finalement, on a l'impression que tous les moments où on a l'impression qu'il va franchir la ligne, en fait, c'est calculé, et finalement, il le fait pas. Typiquement, le truc du duel à la fin, et en fait, finalement, ça se finit bien. Et du coup, effectivement, à nouveau, impératif de rythme, on n'a pas le temps de s'inquiéter, de se poser la question, quoi. Et, mais je trouve que c'est dommage, parce qu'on passe... typiquement, ça, je trouve que c'est un bon test, c'est quels sont les personnages un peu sacrifiés par le film. Et je trouve que celui de Bastien Bouillon l'est, dans la mesure où ça pourrait être un personnage vraiment magnifique, un personnage authentiquement tragique, quoi. C'est-à-dire qui sacrifie son ami, pas vraiment pour lui piquer sa femme, mais presque parce qu'il est contraint par son amour à le faire, quoi. Et ça aurait pu être un personnage magnifique, quoi. Et enfin, tu vois, typiquement, je sais pas, là il y a Fabelmans derrière, tu vois, le père dans The Fabelmans, ça pourrait être le personnage sacrifié du film, parce que c'est celui qui se met en travers un petit peu de... Mais en fait non, c'est un personnage magnifique. Et je trouve que là, le film le rate, puisque finalement la détresse, c'est 2 plans de lui qui marche triste sur la plage. Oui, c'est vrai. Et c'est tout, quoi. Et en fait, direct, il signe le truc. Et en fait, il y a cette logique-là un petit peu tout le temps dans le film, tu vois, qui fait que les personnages sont un peu unidimensionnels. Typiquement, celui de Laurent Lafitte, on pourrait pas imaginer un personnage plus méchant que ça, quoi, vraiment. Et ben, ça, peut-être, voilà, encore une fois. À part le 3e antagoniste, peut-être. À part le 3e, c'est vrai, lui, il est très méchant. Méchant, Mais il a pas des moustaches de vilain méchant, tu vois. C'est vrai. De vilain matou. Mais bref, je trouve que le film, du coup, quand même, passe un peu à côté de ça. Mais en même temps, enfin, comment dire, typiquement sur cette évolution de Edmond Dantès, je trouve que ça pêche, parce qu'il pourrait y avoir une trajectoire un peu à la Michael Corleone, où au début c'est vraiment... On est avec lui, voilà, on est avec c'est lui. tellement injuste ce qui lui arrive, et qu'en fait il bascule tellement dans en fait, une forme de violence. Le film se termine en mode, mais où est-ce qu'on en est arrivé avec ce personnage? Sauf qu'en fait, là, vu que le film a pas le temps, en fait il est pas défini du tout, à part un gentil marin, c'est tout. En début de film, ce qui fait qu'on peut pas du tout mesurer, enfin c'est presque la page blanche faite pour devenir Monte Cristo, quoi. Et encore une fois, voilà, cette logique d'efficacité du film, je trouve, se retourne contre lui à pas mal de moments, quoi. C'est très juste. Mais vraiment, encore une fois, moi la question que j'ai, c'est en fait, dans quelle mesure les gens maintenant attendent du cinéma ce qu'ils retrouvent chez eux dans une série télé, c'est-à-dire vraiment une sorte d'aspect feuilletonnant scénaristique où ils sont hyper inclus dans l'histoire tout le temps. Est-ce que c'est les séries télé, enfin dans le sens séries plutôt Netflix, Amazon, etc., qui ont habitué à un tel registre? Parce que notamment là on a une sorte de retour en grâce comme ça dans le cinéma français, de films d'époque, de films un peu patrimonial, mais on en avait déjà vécu, on en a eu dans les années 80, 90, avec notamment Le Hussard sur le toit, Le Cyrano, avec Depardieu, tous ces immenses films, etc., mais qui avaient quand même à leur compte une palette de mise en scène beaucoup plus approfondie, ils s'amusaient beaucoup plus, même évidemment des Germinal, enfin énormément pléthore de films comme ça, sauf qu'à l'époque on avait une attention bien plus particulière à la mise en scène. Évidemment qu'il y avait aussi le côté très production value, de se retrouver dans les rues de Paris des années 19e, etc. Mais est-ce que c'est Netflix qui a tué la mise en scène des... En même temps, il y a un truc dans beaucoup de séries Netflix, justement, qui joue sur le cachet un peu du film d'époque pour épater, tu vois. Si on prend les séries qui marchent, je sais pas, Bridgerton ou des trucs comme ça, qui en ce moment sont un peu... Downton Abbey, enfin je sais voilà, pas. Mais en tout cas, il y a ce côté un peu un peu classieux, ou même Peaky Blinders, qui je pense, c'est le petit cachet qui en plus, qui se greffe sur une espèce de logique scénaristique hyper bien huilée. Ça fait un peu film de script doctor, tu vois, je trouve. Mais du coup, ce qui est un peu rude, c'est aussi de se demander si on va plus loin dans la réflexion,
dans quel espace va-t-il rester pour les metteurs en scène pour faire vraiment de l'art dans leur plan, pour essayer d'infuser quelque chose de plus profond, de plus dense, de plus ambigu. Après, je sais pas si aussi c'est une sorte d'intention de production, de se dire on va essayer de pas rendre la chose trop ambiguë pour qu'elle puisse plaire absolument à tout le monde et ainsi attirer pas mal de gens. C'est pour ça que j'ai pas encore vu un petit truc en plus, mais je suis quand même curieux parce que c'est un film qui s'intéresse aux personnes handicapées et qui fait tourner pas mal de gens, notamment autistes ou handicapés physiques, mentaux, etc. Et d'essayer de leur redonner le devant de la scène, ce qui semble dit comme ça moins convenu, moins acceptable par tout le monde, etc. Mais finalement qui fait un très gros succès. Donc dans quelle mesure en fait est-ce que c'est pas finalement l'ambiguïté ou les choses un peu moins... Intouchable était un exemple de grand film réconciliateur, tu vois. Après oui, évidemment, ils jouent la carte de la réconciliation, pas du questionnement, pas de l'interrogation, mais quand même, ils mettent sur le devant de la scène une question morale sociétale, en tout cas. Parce que là, après, c'est peut-être pas l'enjeu de Monte Cristo non plus, mais... Non, mais c'est sûr... ça pourrait advenir d'une façon ou d'une autre. Mais d'ailleurs, finalement, le fait que les deux... c'est une production... Dans l'art du temps, faire des sous. Ouais, c'est sûr. Mais il y a un truc presque, finalement... on notait qu'ils étaient scénaristes des Mousquetaires, mais il y a un côté un peu showrunner, tu vois, derrière, en mode... on va enfourner un petit peu comme ça des belles productions un petit peu lisses qui sortent comme ça. Mais en fait, ce qui est très dur et très, très violent, c'est de se dire, mais quid de Monte Cristo dans 5 ans, quoi. Ah oui, c'est un film qui sera totalement oublié, dépassé, mais même Les Trois Mousquetaires, déjà maintenant, tout le monde s'en fout, quoi. Mais je crois d'ailleurs que la deuxième partie des Mousquetaires a perdu presque 1 million de spectateurs par rapport à la première, enfin qu'il y a eu une déperdition assez nette entre les deux. Ok. Oui, parce que c'est pas les films de Rapneau qu'on va oublier, alors que les films de La Patelière... Le prénom, c'est marrant quand même. Mais tu dis Rapneau, mais je me suis dit à un moment devant le film... J'ai l'impression qu'ils savent pas s'ils veulent faire Rapneau ou Guy Ritchie, et ça me faisait rire, voilà, comme résumé du film. C'est vrai que c'est... En plus, avec ce truc un peu... Enfin, c'est presque un film de braquage, avec l'espèce de mise en scène, de dire on prévoit les coups. Ça aurait pu être un truc un peu à la Sherlock Holmes, tu vois, de Guy Ritchie. Il y avait un truc un peu joueur, comme ça. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, à nouveau, c'est pas vraiment pris en scène. Enfin, c'est pas vraiment pris en charge par la mise en scène. Mais voilà, on avait besoin de râler un peu sur le compte. Sans non plus dire que c'est horrible, parce que c'est pas le cas. Les premiers plans, au début, je me suis dit, ça va être joli quand même. Parce que les Mousquetaires, c'était tout marron. Oui. Là, au début, je me suis dit, pas mal. Après, il y a des plans en drone. Mais au début, je me suis dit, il y a un effort quand même. C'est vrai. Il y a quelques scènes qui sont réussies quand même. Mais typiquement, moi, je pense que la scène que je trouve la plus réussie, c'est celle du dîner où il raconte le truc avec le fantôme, l'enfant, qui est une pure scène de dialogue. Oui. Et là, il laisse durer le temps. Voilà, c'est ça. C'est une des seules scènes avec de la durée, et c'est du pur dialogue, c'est-à-dire que... ça permet à la mise en scène d'être effacée sans que ça gêne le truc, quoi. Et voilà, quoi. C'est une pure scène un peu théâtrale, tu vois, d'un acteur qui joue, qui fait son speech, et finalement c'est la scène la plus réussie du film, quoi. Oui, notamment, moi c'est un détail qui m'avait bien plu, mais c'est la présence d'Anna Maria Bartolomei derrière un miroir sans teint, qui est évoquée uniquement par un plan, et qui du coup presque... alors qu'elle n'intervient plus dans la scène après, mais on se demande est-ce qu'elle va intervenir, dans quelle direction part la séquence. Et c'est un des rares moments où, comme ça, on ne sait pas comment la séquence va se terminer, quoi. Une sorte de doute, oui, évidemment. C'est vrai que c'est une séquence qui parle un peu, quoi. Mais voilà, c'était les 3 films. C'était le 14 juillet 2024. J'ai un peu envie de finir sur quels vont être les films de la semaine prochaine. Sûr. Et le chat, de quoi vous voulez qu'on parle la semaine prochaine ? Alors, pas le 4, c'est le 17 juillet. Ouais. Après, il y aura sûrement des films du 10 aussi. On avait prévu sûrement de parler de Sons. On avait pensé à Sons. De Gustave Moller. Je trouve qu'il n'y a pas 1 million de trucs à dire, mais si tu y tiens, on peut le faire, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il y a le Téchiné aussi, mais je sais pas à quel point... J'ai peur un peu. Mais Sons, effectivement, j'avais bien envie de le voir. Moi, j'ai vu Here de Baz de Vos, qui est vraiment un très beau film. Donc on peut en parler, quitte à faire peut-être 3 films si on veut, parce que c'est un très beau film, mais je sais pas si on va passer une demi-heure dessus non plus. Ok. Mais ça peut être bien au moins de le mentionner pour donner envie aux gens d'aller le voir. Enfin, je vous le dis tout de suite, allez le voir. Ok, Here. Sinon je tire dessus. Mais non, vraiment très beau film de Baz de Vos. Et la semaine prochaine sort Santosh. Quelques films. Santosh, donc un film indien qui me rendait un peu curieux. J'ai vu la bande-annonce. Petit thriller. C'est rare de voir des films indiens
Donc rien que ça me donnait un peu envie. C'est vrai. Eat the Night. Eat the Night, ça a l'air aussi, qui a l'air assez je pense chouette. Que ça peut être un bon client et qui était à la 15aine cette année. Donc curieux de ça. Dos Madres, je n'ai aucune idée de ce que c'est. En tout cas, ça a l'air de partir sur un Sons in the Night. Toi, t'es obsédé par Sons, mais ouais. Je te maintiens que ça vaut pas le coup. Mais si tu veux, on fait Sons pour toi et Here pour moi, tu vois. Donc ça, tout le monde est content. On peut faire ça. Après, pour moi, avoir 3 films, ça va pas forcément être... Mais je vais essayer. On essaye de faire Sons, Here et Eat the Night. Ça me paraît un bon... On va dire ces 3-là ou 2 des 3. Voilà. On verra un peu quel temps on a. On part dans cette direction-là. Et moi, je vais aller voir Twisters pour Criticat. À tout moment, un chef-d'œuvre qui ne dit pas son nom. On n'est pas à l'abri. Hein. On n'est jamais à l'abri. Et on n'est pas à l'abri non plus d'un chef-d'œuvre. Et on n'est pas à l'abri des tornades, d'ailleurs. Et oui, ni de la lune. C'est la morale. Aïe, aïe, aïe. C'est fou parce que ça, on dirait un sketch de Fallout, mais premier degré. C'est vrai, c'est marrant, ouais. Mais premier degré, c'est-à-dire que le film se pense... Après, est-ce que le film joue pas un peu parce que c'est un truc sur... on fait de la com. Peut-être, c'est possible. Moi, j'aurais bien vu Long Legs, le film d'horreur. Ça m'intriguait un peu. Il était juste en dessous. Là. De Oz Perkins. Bon, les retours n'ont pas l'air dingo, mais la bande-annonce c'était intriguant. C'est juste parce qu'il y a Nicolas Cage. En plus, on ne le voit même pas dans la bande-annonce, donc tu peux pas m'accuser. En même temps, c'est parce qu'il y a des jambes trop longues. Il est hors champ. On voit ses pieds. On voit ses échasses géantes. Mais non, mais il y avait un truc un peu avec des flashbacks et tout. Enfin, la construction du film, je me suis dit, il y a potentialité de faire un truc. D'accord. Donc... On termine par Sons. Ça vaut pas le coup. Je vous le dis. Here. Ouais. Et Eat the Night. Eat the Night. De Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Ça a l'air hyper bizarre quand même. La bande-annonce, ça commence comme Sword Art Online. Bizarre. Et au bout de 20 secondes, ça devient classique film, trafic de drogue. Oui, donc c'est vraiment... Je sais pas, ouais. Ça a l'air trop curieux. Je suis trop curieux de voir ça. Bon, et bah écoutez le chat, voilà. Hein. Bah écoutez, passez une belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. Journée 14 juillet. N'oubliez pas de regarder les feux d'artifice. De feux d'artifice et dans vos jardins si vous avez des feux d'artifice. Bravo à Julie pour avoir été myope. Voilà. Et bravo à toi pour ton quiz qui était quand même trop bien. Merci, ça m'a fait rire. Je sais pas ce qu'on trouvera la semaine prochaine. Un truc jeu vidéo, ça peut être. Ça peut être rigolo, ouais. Des plans de jeux vidéo au cinéma. Je pense que c'est très dur à trouver, mais... Je pense que ça va être que des blagues nulles, genre dans Hitman, il joue à Hitman, tu vois. Ouais, bah c'est peut-être. Truc terrifiant, je sais ce que ça va être. Bisous tout le monde, bonne soirée. Allez, ciao. Ciao.